Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. Nous sommes au Bike & Coffee, tête de course à Nyon pour notre traditionnel premier bloc. Nous sommes le lundi 4 décembre et il neige. Messieurs, l'hiver est de retour, ça doit vous parler quand même. Bonsoir Christian Ponty, bonsoir Laurent Perroton. Salut Lucas. Bonsoir. Ouais, ça vous parle, je confirme, c'est compliqué d'arriver jusqu'ici à 20h sur l'autoroute avec la neige. Mais bon, en même temps, c'est le même. La grande différence avec Perroton, lui, il a pris ses précautions. Ouais. Ah non, mais bon, si tu peux, tant mieux. Hein. Le problème, c'est quand tu es sur Lausanne, ça descend un peu, il y a un peu de hauteur, ça change. Bon, on est enfin dans l'atmosphère hivernale qui colle parfaitement avec le hockey sur glace. Ça a même ici aujourd'hui des petits airs de Davos. Hein. Moi, j'adore aller à Davos pendant la course Spengler. Vous vous baladez là dans la unique rue principale de Davos. Il y a de la neige partout, c'est super sympa. Il y a un petit peu cette ambiance là aujourd'hui. J'aime ça. Alors, moi seulement j'adore, mais j'y serai donc. Ouais, c'est toujours les mêmes privilégiés. Hein. Ah non, c'est le hasard. Ça dépend avec qui tu es en couple. C'est les grisons. Sur une grisonne. Il a décidé de sortir madame qui est grisonne, effectivement. Je ne peux pas dire de mal de Davos. Alors, d'ailleurs, puisqu'on parle de Coupe Spengler, évidemment qu'on la suivra assez en détail. On vous en reparlera plus tard. On a encore 2 ou 3 émissions avant ce fameux tournoi de fête de fin d'année. Alors, messieurs, comme d'habitude, on va commencer avec nos casques d'or et casques de plomb. Et aujourd'hui, on va laisser Laurent Perroton qui est privé d'antenne. Je l'attendais hier soir sur les Monts Bleus et finalement on a eu que le match, on n'a pas eu les plateaux. Que se passe-t-il, Laurent ? En fait, il y a des choix à faire. Hein. Ouais, il y avait la course d'escalade. Voilà, ouais. C'est une petite télévision et puis les techniciens, il n'y en a pas à foison. Donc voilà. du coup, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc ils ont mis des sujets pendant les pauses. Mais ouais, on a regardé le match à la maison. Qu'est-ce que vous nous avez manqué ? Par contre, les 50 techniciens de Planète Hockey, la radio, vous attendent et vous laissent du temps de parole conséquent aujourd'hui. Okay. Alors moi, allons-y. Mon casque d'or, c'est surtout quelque chose qu'on parle souvent dans cette émission. Puis aux futures réformes en National League, voire en Swiss League avec un salary cap. Le dossier est actuellement entre les mains de la commission de l'économie, mais en cas de décision positive des instances politiques, ça va prendre 2 à 3 ans. Donc ça me paraît compliqué, mais voilà, c'est la politique finalement. Les clubs pourront voter l'introduction des plafonds salariales. 12 équipes sur 14 sont favorables à cette réglementation. Je rajouterais une refonte. Alors, Zurich n'est pas d'accord. Et quelle serait la deuxième équipe ? Berne, je pense. Ça me paraît assez logique. Mais là, on n'a pas la confirmation. Ils sont prêts à jouer à 12 étrangers ou 20 étrangers. Donc on n'a pas la confirmation. Mais je rajouterais une refonte également de la Swiss League avec un salary cap également pour redynamiser cette ligue et puis la rendre plus homogène. Peut-être pourquoi pas injecter un nombre de joueurs de moins de 23 ans imposés et puis également finalement favoriser les romans parce que on sait que nos clubs romans, l'équilibre il est fragile, soit selon les budgets et puis selon la conjoncture. Il y a des sociétés derrière, il y a des clubs, c'est des actionnaires. Donc voilà, je crois que ça serait bien pour le hockey et puis ça rentrerait entre le championnat plus attractif. Et je crois qu'il faut qu'on y arrive. Et puis ça éviterait aussi de la surenchère comme il y a eu auparavant pour des joueurs d'un calibre moyen. Donc je trouve que c'est une très bonne idée. Ouais, puis si on se rappelle le but de passer à 6 étrangers, c'était soi-disant que ça coûte moins cher. On a vu le résultat. Ouais, absolument. Là, c'est les étrangers qui coûtent encore plus cher qu'à l'époque. Et les joueurs suisses coûtent aussi cher, donc ça n'a pas du tout marché. Mais bon, cette histoire de salary cap, même si ça part d'une bonne intention, je vois difficilement quand même comment ça pourrait être appliqué de manière stricte et transparente avec la législation suisse aujourd'hui. À moins qu'il y ait une réglementation avec les politiques. C'est des gentlemen agreements, mais après ça vaut. Et même si un salary cap
en NHL par exemple aujourd'hui, il y a toujours moyen d'une façon ou d'une autre de détourner. Mais tu payes des amendes et autres. Ouais, je suis d'accord, mais ça rendrait quand même le championnat un peu plus attractif. Parce ce qu'il faut préciser avec la NHL, c'est que oui, il y a le salary cap, mais surtout il y a une draft. Ouais, donc c'est quelque chose qui rééquilibre vachement la ligue. Regardez Chicago, ils ont touché le gros lot. Peut-être que dans 2-3 ans, ils vont être bien contents. Ah oui, c'est clair. Il y a des équipes qui gagnaient il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, elles sont au fond du classement. C'est ça. Ouais. Mais est-ce qu'il y a certains budgets qui ne sont pas exponentiels si d'un coup, ils veulent vraiment acheter le titre Zurich, est-ce qu'ils peuvent le faire et est-ce qu'il n'y a pas certains clubs qui sont au plafond de leur masse, de leur budget je pense. Par rapport regardez dans les 14 clubs, je pense qu'aujourd'hui, Ajoie est au maximum, Fribourg n'est pas loin du maximum, Bienne non plus. Donc, c'est pour ça. Parce qu'ils ont déjà été frappés à toutes les portes. C'est pour ça qu'à un moment donné, pour réguler tout ça, un salary cap serait vraiment, vraiment indispensable. Ouais. Au moins qu'il y ait une fourchette, parce que là, il y a des fois, c'est du simple au double, voire au triple. Ça aurait peut-être au moins le mérite de réglementer également les périodes de transfert, parce qu'annoncer une année et demie à l'avance que tel ou tel sera entraîneur, comme on l'a fait à Zurich, franchement, c'est pour les entraîneurs, c'est peut-être encore différent, mais pour les joueurs, c'est vrai que ça devient insupportable. Ouais. Bon, alors c'était donc le casque d'or de Laurent Perroton, casque d'or de Christian Ponty. Alors moi, mon casque d'or, je le mets à la section ouest pour son tifo, pour ses 30 ans au Lausanne Hockey Club. Et puis, quand même préciser que moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a une période plus dure, maintenant ça revient de nouveau bien. Et pour moi, le hockey à Lausanne, c'est ça. C'est la section ouest, quelque part. C'est le côté populaire. Et je rappelle quand même, pour ceux qui ont la mémoire courte, qu'il n'y a pas très longtemps, Ian Alston voulait que des places assises à Lausanne. Imaginez ça. Regardez ce qu'on a eu ce week-end. C'est juste scandaleux, quoi. Voilà. Donc moi je leur tire mon chapeau parce que vraiment ils mettent une ambiance incroyable. Et faut dire une chose, la section ouest, même quand il n'y a pas beaucoup de monde, ils mettent toujours de l'ambiance. Et à l'extérieur. Et voilà, exactement. Et pour moi c'est une part du hockey suisse. Le hockey populo, c'est les places debout. Et ils ont fait un show, c'était magnifique. Et en plus, Lausanne a gagné. Donc moi je leur tire mon chapeau et je leur donne mon casque d'or. Bon, c'est vrai que la suppression des places debout au profit des places assises, ça a toujours suscité une certaine polémique. Maintenant, j'ai été surpris par exemple d'apprendre, mais là ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec le championnat, mais au prochain championnat du monde, les 9075 places à Fribourg par exemple, donc en 2026, championnat du monde 2026, vont se réduire à 7000 et quelques, parce qu'il n'y aura que des places assises. Et puis il est vrai aussi que l'espace presse et tout ça prend beaucoup de mètres carrés, de place. Mais c'est vrai que ça vous bouffe vite beaucoup de place. Les championnats du monde, c'est pas pareil. Ouais, d'accord. Mais quand même. Mais c'est aussi pour ça que parfois, qu'est-ce qu'on peut s'enquiquiner parce qu'il n'y a pas d'ambiance. Ça dépend des Imaginez pays. Quand même. Ça dépend des pays. Moi, je trouve que la Lettonie. Mais la Lettonie, ça, c'est autre chose parce qu'ils sont nés avec le hockey. Mais au-delà de ça, les places debout, c'est pour les jeunes. Il faut des places à 20 balles, c'est important. Et c'est eux qui mettent l'ambiance. Pour rendre le hockey populaire. Vous avez vu les prix qui risquent d'être appliqués au championnat du monde 2026 ? On parle de 80 francs la place la moins chère. Ouais, non, c'est trop. C'est pas normal. Ça fera l'objet d'une prochaine discussion. On verra justement le taux de remplissage. Bon, après, ce qu'ils font chaque fois, c'est que au premier tour, ils font venir les écoles, les jeunes, etc. Mais je trouve dommage parce que au-delà de ça, regardez au foot. Les places debout, c'est ce qui met l'ambiance. C'est la même chose. On est des Européens. On n'est pas on voit pas le hockey, la manière spectacle façon nord-américaine. Et il faut pas perdre cette identité-là. Et moi, je pense que c'est pour ça que j'enrage toujours contre Alston quand déjà regardez ce qu'ils ont fait avec les places visiteurs à Lausanne. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui viennent à Lausanne parce que c'est un ghetto. C'est pas drôle. C'est nul. Et puis regardez, on était avec Lolo l'année passée à Bienne pour les playoffs. Il y avait 500 spectateurs genevois dans les places visiteurs. Ça a mis une ambiance, mais de folie, aux places debout. Ouais. Et ça, faut pas perdre. Puis il y a aussi les secteurs enfants, les secteurs famille dans certaines patinoires. Et ça, c'est vrai que c'est sympa. Bien, merci pour votre casque d'or, le mien. Alors, au départ, je vous le dis franchement, je voulais l'attribuer à deux Lausannois, à savoir au duo Jäger-Ria, parce que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ils sont pour beaucoup dans les bonnes performances du Lausanne Hockey Club. Mais une promesse étant une promesse, eh bien, je vais vous reparler de hockey féminin, puisque Zug a pris un goal. Et j'avais dit, alors, ma nouvelle idole, et avec un prénom comme ça, je sens qu'elle va devenir idole pour très longtemps, elle s'appelle Tatiana Sanderegger. Alors, j'aime bien le prénom.
Bon, Sonderegger, elle vient de Lys, joueuse de Lys. Elle a marqué le 4-1 après 9 minutes 24 de jeu dans la première période. Bon, après le 5-1, il est tombé une minute et demie après. Puis bon, le match s'est terminé sur le score de 24 à 1 en faveur de Zug. Donc il a fallu attendre quand même 10 matchs pour voir la gardienne zougoise qui a été envoyée en Sibérie encaisser un but. Voilà. Donc mon casque d'or pour Tatiana Sonderegger. Bravo. Voilà. Bien, messieurs, nous sommes. C'est la première émission du mois de décembre. Donc, nous allons maintenant nous. Oui. Casque de plomb. Ah, voilà. Oui. Ah oui, j'oubliais le casque de plomb. Mais c'est parce qu'on est tellement méchants parfois dans le casque de plomb que je me dis, est-ce que c'est vraiment. Bon, alors allons-y avec le casque de plomb. Soyez méchants, Laurent. Alors, moi, mon casque de plomb sur le prêt des joueurs. Villepoca est prêté jusqu'à fin janvier à Bienne. De Bienne à Berne, Marco Morer prêté jusqu'à fin décembre. Il n'a pas aimé les échanges. Ouais. Et enfin Julius Onka de Berne à Genève jusqu'à fin décembre. Transfert, oui. Prêt jusqu'à la fin de la saison, oui. Avec une fenêtre avec des dates précises, oui. Mais prêt réduit au mois, non. Voilà. C'est-à-dire que à la carte là. C'est-à-dire que le joueur il joue contre son ancienne équipe, d'un coup il va revenir. Enfin voilà, il est à l'intérieur d'une équipe. Imagine, il revient, il joue dans les playoffs contre cette équipe dans laquelle il a été. Il connaît quand même pas mal de choses à l'intérieur du vestiaire. Enfin non, moi je trouve que c'est soit on prête jusqu'à la fin de la saison avec des périodes de transfert bien définies, soit non. C'est un peu facile et ça évite un travail de communication pour remettre en selle les joueurs en difficulté. Et je conclurai en reprenant les paroles de Roger Rönnberg, le coach de Frölunda en Suède, un exemple pour nous Suisses. Mon travail n'est pas de classer les joueurs en catégories, ni de me débarrasser de 5 joueurs, 5 d'entre eux et d'en recruter 5 autres. J'ai 22 joueurs au début de la saison et la direction me dit que c'est à moi de faire en sorte que ces 22 joueurs soient suffisamment bons pour avoir une chance de gagner. Je pense que c'est une autre façon de voir le métier d'entraîneur. Et, voilà. En fait, c'est la formation à la finlandaise et ça marche. Suédoise, ouais. Là. Ouais, suédoise, pardon. En l'occurrence, scandinave. Oui, scandinave. Ouais. Mais voilà, c'est bien. D'un coup, tu peux avoir des joueurs où tu n'es pas content. On peut faire des échanges, mais sur une saison complète. On peut pas au mois et bientôt à la semaine. Non, mais moi, je me réjouis quand même de voir. On déconne complètement. Je me réjouis quand même de voir ce qu'un Poca va faire à Berne avec un entraîneur qu'il apprécie. C'était déjà beaucoup mieux. Regardez Marco Morer. Ouais, c'est ça. En plein d'août à Genève, on le voit pas trop. Et puis tout il débarque là-bas à Berne et il est déjà en deuxième bloc d'emblée. Il joue avec je sais plus à qui il a joué. Enfin bref, et ça s'est bien passé. Ouais. Pas le premier, mais le deuxième, c'était mieux. Il faut lui laisser du temps pour revenir à la compétition. Mais des Morer, dans les moments décisifs, quand ça frappe, c'est des joueurs importants. Oui, puis Berne a toujours eu une tradition, un jeu un peu physique. Donc Morer, ça fait sens la Berne. Après, ça ne veut pas dire qu'il sera forcément plus à l'aise sur la durée, on va voir. Parce que le problème, c'est que moi j'ai trouvé que Morer était un peu des fois dépassé au niveau de la vitesse. Au début de saison, c'était le plus mauvais ministre de la Ligue. Ouais, c'est ça. Les plus grosses cuisses du championnat suisse. Mais après, j'hallucine encore. C'est une pièce. Jamais vu ça. C'est une grosse pièce. Ouais. Bon, c'était donc le casque de plomb de Laurent Perroton. Le plomb de Christian Ponty. Bon alors, moi j'aime pas faire ça parce que c'est un gars que j'aime bien, mais moi je vais le donner à Christophe Berthier. Parce que ok, ça fait plus de 10 matchs qu'il ne marque plus, ok, mais ça fait 3 matchs qu'il se bat. Alors, Christophe Berthier, ce qu'on attend de lui, c'est quoi ? C'est qu'il amène sa vitesse, qu'il amène son skate, qu'il amène ses points, ses buts. Mais évidemment que c'est lié à la frustration, mais 3 matchs de suite que Berthier se bat, il se prend des patates. Ah mais vous avez vu un peu ce que Davos leur a fait subir un peu physiquement quand même. Oui, bien sûr, mais c'était quand même pas hyper sympa le match. Vous avez vu le nombre de coups aussi qu'ils ont pris dans le visage. Et l'arbitrage. Bien sûr, mais et alors, Christophe Berthier, il a l'expérience, il doit se tenir. C'est un gros joueur franchise. On attend autre chose de lui. Mais après, je pense bien que c'est lié à la frustration, je le comprends. Mais par exemple, qu'il se fasse taper dessus contre Rennbacher, mais ça fait 3 matchs de suite qu'il se bat. En fait, bien sûr que c'est compliqué quand t'as grillé la Ligue, ça allait tellement bien. Et c'est lié à la confiance, mais c'est pas en se battant que ça va s'améliorer. Donc moi, j'ai envie de dire Berthier qui repart. C'est vrai qu'il est un peu à faune actuellement. Ouais. Non, mais c'est dur, il est frustré. Mais voilà, tu sais, frustré, c'est une chose. Après, on peut dire que te battre une fois, ça peut être une réaction, mais 3 fois de suite, t'amènes rien à ton équipe. Ouais.
Voilà. Bah voilà, c'était donc pour Christophe Berchi. Moi, je vais être encore plus généraliste pour mon casque de plomb, comme j'aime pas trop ça, parce que c'est vrai que finalement, ça peut être aussi un petit détail qui fait qu'on se dit, allez, on va lui attribuer le casque de plomb, mais est-ce qu'il le mérite vraiment? Moi, je vais donner à Rapperswil pour l'ensemble de son œuvre jusqu'à présent. Parce que quand on est trop basé sur les mêmes joueurs depuis peut-être trop de saisons, je pense à Červenka, ou quand on mise malheureusement sur un mauvais cheval, là on s'est gouré. Hein. On disait Rask qui va exploser à Rapperswil, il explose, mais pas dans le bon sens du terme. Mais c'est pas fini, attention. Non, c'est pas fini, mais enfin voilà, le Rapperswil d'aujourd'hui n'est pas bon, sauf en Champions Hockey League. Il faut croire que le contexte européen leur convient mieux. Enfin, c'est bizarre, quoi. Voilà, je voulais juste relever encore une fois que Rapperswil est une équipe surprenante, mais dans la victoire, mais aussi désormais dans la défaite. Juste. Voilà, maintenant, je ne vais pas sauter le chapitre principal de cette émission, c'est-à-dire notre équipe du mois. Du mois, novembre. Type. Attention, donc, là, il va y avoir des surprises. Moi, j'ai eu une peine folle. Les matchs du week-end ne comptent pas. Hein. On était au mois de décembre. Hein. Exactement. Je vous précise bien. Moi, de mon côté, j'ai pas seulement regardé la statistique, j'ai aussi regardé le comportement de certains joueurs. Okay. Et comme on n'a pas vu forcément les 14 équipes de la même manière, ça peut être un peu subjectif quand même. Hein. Non, mais c'est subjectif. C'est subjectif totalement. Et puis après, sur les trucs individuels dans les sports d'équipe, moi, je suis contre. Non, puis c'est aussi selon les perceptions de chacun, comment tu aimes le hockey, etc. Donc, vous voulez commencer par quoi? On commence par avec le gardien. Le gardien. Ok. Tu veux commencer, Christian? Non, vas-y, je te laisse. Ok. Alors, Godley, moi j'ai pris simplement Kevin Pash, mais j'ai été plus loin dans l'analyse que ses performances, en fait. Il a joué 6 matchs au mois de novembre. Il gagne le premier match 1-0 contre Davos. Et là, il fait vraiment un gros match. Il a des arrêts clés à un moment déterminant, surtout sur la fin. Et il gagne le match. Ils vont gagner au penalty à Zurich 3-2 dans une série de penalty où il est vraiment très efficace. Il fait vraiment aussi un énorme match. Gagne le match à Bienne, on en a parlé la semaine dernière, 2-1 avec des arrêts décisifs, surtout sur la fin où Bienne pousse. Et puis après, il a eu 2 matchs un peu plus faciles, 6-2 contre Langnau et il gagne 4-1 contre Lugano. Mais contre Lugano, c'est un peu faussé le résultat parce que à 1-0, il fait un arrêt exceptionnel et il a des arrêts vraiment clés dans le match. Maintenant, seule défaite à Rapperswil 3-1 où il y a un goal à mon avis un peu pour lui et puis l'équipe ne joue pas très bien mais quand même pour son jeune âge c'est pas mal. Au total il a joué 544 minutes avec un pourcentage d'arrêt de 94,31. Il a surtout impressionné par sa constance, sa capacité à gagner des points à son équipe malgré son jeune âge et personnellement content de voir un petit gardien avec une lecture de jeu exceptionnelle pour pouvoir performer et rendre sceptiques les convaincus des grands gardiens. Moi, vous savez que je suis un adepte de Leonardo Genodi et j'adore les gardiens qui comprennent le jeu. Ouais. Et Pache me fait penser à Genoni et j'espère qu'il va avoir la même carrière. Mais en tout cas, moi, il m'impressionne, outre ses performances actuelles, c'est sa capacité à les multiplier. Ouais, c'est ça. Et malgré son jeune âge, et puis surtout sa façon de jouer que j'adore vraiment. Donc voilà, il bénéficie aussi du fait qu'il y a beaucoup de gardiens dans la ligue qui ne jouent pas bien en ce moment. Donc du coup, il mérite amplement d'être dans l'équipe type du mois. Alors, donc Kevin Pash, qui pour notre 3e mois de nomination, il figure pour la 2e fois. Christian Ponty, gardien. Alors moi, je vais mettre je vais mettre comme gardien du mois Kevin Pash parce que il fait durer le miracle. Et en fait, autant peut-être que le mois passé, il était peut-être un peu donné, mais là, franchement, il continue. Surtout, il force l'entraîneur, qui a toujours des couilles, je le dis, à le mettre sur la glace. Et je trouve qu'il a bien tenu la pression. Il joue déjà un peu comme un routinier. Je suis d'accord avec Laurent quand il dit qu'il y a un petit côté Genoni. Et je trouve qu'il est aussi important simplement pour donner un avenir aux gardiens de moyenne taille. Parce qu'effectivement, les gardiens panneaux, c'est pas toujours la panacée. On a vu ce qui se passe avec Ajoie, d'ailleurs, le lot. Moi, je trouve que Kevin Pash, c'est un rayon de soleil, c'est une lueur d'espoir. Et puis, quelque part, ça va être un sacré bon problème pour Lausanne dans pas longtemps. Et moi, je pense que
il va certainement finir un bout de saison à Martigny parce que c'est normal. Mais c'est pas dit. Si Hughes c'est pas au niveau. Non, et en fait, je pense que indirectement, Pache avec ses performances, il va obliger les 2 autres gardiens de performer à mort. Et je trouve que c'est vraiment génial. Et en fait, il amène sa fraîcheur. Après, ça veut pas dire que tout d'un coup, il peut pas avoir 3-4 matchs plus compliqués. Mais de toute façon, il n'aura pas 3-4 matchs parce qu'au bout de 2 matchs, il le changera. J'espère qu'il aura des matchs plus compliqués. Oui, et l'ensemble de l'équipe. Ouais, exactement. Parce que de toute façon, déjà, c'est tôt dans la saison. Puis l'autre chose, c'est pas bon parce que tu finis par croire que ça va tout seul. C'est pas vrai. Mais en tout cas, ce que je trouve vraiment remarquable, c'est qu'il continue sur la même lancée et il tient la pression. Et puis l'air de rien, je pense que les bons résultats de Lausanne sont clairement liés aussi à ses prestations. Chapeau. Moi, maintenant, j'ai juste une chose à rajouter, à vouloir voir un petit peu, c'est quand ils vont jouer contre une équipe qui met beaucoup de screen, beaucoup de présence, qui est très très forte physiquement, avec beaucoup de présence dans la cage, comment il va s'en sortir. J'ai été un peu étonné de voir certaines équipes ne pas jouer comme ça contre lui. Et là, ça sera une chose intéressante à voir. Comment il va pouvoir exploiter justement ses lacunes d'ordre physiologique, de taille, lorsqu'il ne voit pas. Mais il a tellement des bons yeux. Moi, il m'a étonné plus d'une fois. Là. Moi, j'adore. On en avait déjà parlé en début de saison. Mais il a des yeux et puis une main très rapide. Maintenant, voir comment ça va se passer lorsqu'en play-off. Et je pense que ça va dépendre de l'adversaire. Justement, tout le monde dit c'est un luxe d'avoir 3 gardiens de ce niveau. Non. Ça va dépendre de l'adversaire contre qui tu vas jouer et qui tu vas pouvoir aligner. Moi, je pense qu'il y aura une étude et puis le fameux mot de l'histoire sera rendu par Christo. Mais selon l'adversaire rencontré, tu as 3 gardiens différents. Donc, c'est avec pas des mal profils différents. Avec des profils différents. Déjà, comment il va réagir sur les matchs à pression, ça c'est une chose, s'il en a. Et l'autre chose, tu as raison Laurent sur une chose, c'est qu'on oublie, Lausanne, ils ont une grosse défense très physique. Et du coup, ça l'aide beaucoup. Oui, bien sûr. Parce que ça brasse devant, il y a des gros gabarits, ça nettoie. Donc, ça veut dire que lui aussi, il l'a pas plus facile pour autant, mais en tout cas, il est bien défendu par ses défenseurs. Et ça, c'est très important. Bon, il n'y a pas de mystère pour ce mois-ci, ça sera Kevin Pache qui sera le gardien du mois, mais moi, j'en ai choisi quand même un autre. Moi, j'ai choisi Sandro Schliemann, le Davosien. Ouais, il fait un très bon mois de novembre. Il fait un très bon mois de novembre. Vraiment. Alors, ce mois de novembre est quand même un peu particulier parce que c'est presque un demi-mois. Il y a eu la pause de l'équipe nationale. Donc, on est en train de juger des joueurs sur 4 ou 5 matchs seulement. Depuis le retour de la pause de l'équipe nationale, il fait un très bon. Donc, du coup, c'est vrai que c'est plus ouvert que d'habitude. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a des choix plus disparates. Moi, j'ai choisi Sandro Schliemann aussi parce que depuis le début de la saison, c'est le gardien, entre guillemets, titulaire désormais parce que depuis que Gilsen a annoncé son départ, on va beaucoup moins le voir aussi. Il a 28 matchs, enfin 28 participations, que ce soit ou comme titulaire ou comme remplaçant, c'est énorme. Et il est à 93,7 de sauvetage. Sur le nombre de matchs joués, c'est le 4e de la Ligue. C'est un très bon ratio. Mais c'est un ratio excellent pour un gars qui a 28 matchs. Et donc, moi, j'avais choisi Sandro Schliemann. Il y a 2 raisons à ça. Il y a que Schliemann est bon, et il y a que Sen pas aussi bon qu'on pensait depuis longtemps. En fait, c'est peut-être un des rares de la Ligue à être un numéro 1 presque incontesté. Il est un peu à la Berra. Comme Berra, exactement. Mais les 14 clubs, certains clubs ont quand même 1,5, on va dire. D'ailleurs, il finit toujours en équipe nationale, c'est pas par hasard. Absolument. C'est bien pour l'équipe nationale. Il fait toujours des bonnes Spengler, exactement. C'est bien pour l'équipe nationale. Enfin bref, donc ça sera donc Kevin Pache qui sera notre gardien du mois de novembre. On passe à la défense. Alors là, on a dit défenseur gauche, droite. Moi, j'ai fait comme ça, défenseur gauche. Bon, alors allons. Là, vous allez être étonné, mais moi, il m'impressionne. Et quand il est là et quand il est pas là, c'est pas la même équipe. C'est à Berne. C'est Patrick Nemeth. 1m92, 103 kg, défenseur défensif, mais tellement solide, constant, même lorsqu'on le surutilise, et capable d'être offensif quand il le faut. Tellement fort dans les duels. Il me rappelle Love à la grande période de Bienne. L'homme aux 504 matchs NHL n'est pas forcément sexy, mais tellement efficace. Et aujourd'hui, si j'étais directeur sportif d'un club avoir besoin d'un défenseur qui joue 30-35 minutes et qui est très fort défensivement, j'irais chercher Nemeth. Je le trouve vraiment très 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 fort. Donc on a vu quand il n'est pas là, et il n'a pas été là pas souvent, mais à Berne ça change beaucoup. Et je le trouve, il n'est pas sexy, mais par contre tellement efficace. Et puis quand tu vas dans la bande avec lui, tu sors jamais avec le puck. Donc en play-off, des joueurs comme ça, c'est rare. Et dans notre championnat, c'est rare aussi. Donc, et il est physique, mais il fait pas trop de fautes.
Donc il est gros, il est grand, mais il est assez agile. Donc vraiment, je le trouve vraiment très très bon et ça m'étonne pas qu'il ait plus de 500 matchs en NHL. Je passe vite mon tour parce que en fait vous avez tout dit. J'avais aussi choisi Patrick Nemeth. Ah bah tiens, c'est marrant. Philippe Ducarreau, vous progressez. Ouais, je progresse. Alors Christian Ponty lui régresse, la preuve. Non. Moi j'ai mis un gars qui est régulier, c'est Juice à Lausanne. Ouais. Et je trouve que ce que j'aime bien avec Juice, c'est que maintenant il est bon un peu dans tous les secteurs. Et d'ailleurs, je trouve qu'il est meilleur pour monter le pipi, mais parce que le pipi de Lausanne en général va mieux quand même, ça c'est vrai. Oh, beaucoup mieux. Ouais. Voilà, et puis parce que c'était quand même avec Pilout, c'était les deux gars qui étaient censés piloter les pipis. Et moi je trouve qu'il a trouvé ses marques, mais un peu comme Lausanne. Hein. Et puis je trouve que derrière, il est régulier, il met ses points, il fait pas beaucoup d'erreurs défensives. Pour moi, c'est le Juice qu'on attendait et puis qui ressemble un peu au Juice qu'il y avait à Zug il y a 2 ans en arrière. Parce que c'est pas été comme ça au début, je trouve. Et moi, j'ai trouvé qu'il a vraiment trouvé ses marques. Et puis, la régularité de Juice va avec les résultats de Lausanne ces derniers temps et sur ce dernier mois. C'est pour ça que je le mets défenseur gauche du mois. D'accord. Ok. Voilà, donc et puis moi, comme je vous l'ai dit, donc je mets aussi Nemeth. Donc on connaît notre deuxième membre de notre top team du mois de novembre avec Patrick Nemeth, le Bernois, deuxième défenseur. Défenseur droitier, j'ai mis Dean Koukan pour les mêmes raisons, 1m87, 89 kg, mais c'est surtout, j'ai fait des comparatifs par rapport à la précédente saison. Donc il a 20 points, donc, et surtout un plus-minus de plus 15. Il est sobre, efficace, capable de jouer dans toutes les situations. Il est cette année constant. C'est ce qui est vraiment des fois l'année dernière il avait des matchs où il était horrible. Cette année il est vraiment constant, joue évidemment dans une équipe exceptionnelle mais en toute simplicité. C'est là-dessus où il surjoue pas. L'année dernière quand il est arrivé il a voulu surjouer par moment. Là il joue, ce qui le rend redoutable et il est tellement solide et dans tous les secteurs de jeu. Donc vous imaginez, vous avez Page dans les buts et Nemeth et puis Koukan. Page il est tranquille là. Donc je le trouve vraiment vraiment très très bon à son niveau, mais surtout dans la régularité. Oui, c'est ça, il est très très régulier. Alors moi, mon défenseur droite, c'est Dean Koukan. Mais en fait, juste préciser une chose quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que ces gars, quand ils sont rentrés de NHL, ils étaient calibrés différemment. C'était un défenseur défensif, alors qu'on savait tous qu'il y avait un potentiel. Mais souvent, quand tu arrives dans une ligue supérieure, il y a des gars qui sont tellement plus forts dans ce domaine-là que tu te recycles et tu deviens plus défensif. Tu passes derrière. Voilà. Et du coup, le problème, c'est que tu n'as pas un bouton qui te permet de redevenir tout d'un coup un défenseur, un playmaker. Et moi, je trouve que ce que j'aime bien, et c'est un peu comme Juice, peut-être même un peu plus, c'est qu'il n'est pas seulement un bon playmaker, c'est qu'en plus, il est bon dans tous les secteurs de jeu, il est grand, il est physique, il fait pas de faute. Honnêtement, c'est une pièce incontournable, et puis comptablement aussi, il est au rendez-vous. Hein. Donc quand tu joues dans une cylindrée comme Zurich, où il n'y a que des bons joueurs, être très bon dans une équipe comme ça, c'est la preuve que tu es un tout bon. Et moi, je pense que typiquement, ça, c'est une bonne chose pour le hockey suisse parce que lui, à mon avis, il aurait toujours le niveau pour jouer en NHL, mais avec un autre rôle, il serait probablement plus défensif. Et moi, je trouve que voilà, quand tu as fait ton expérience jusqu'à 26, 27, 28 et puis que tu es cantonné dans un rôle qui te convient moins, donc quelque part, on a un petit peu le même cas de figure avec Genève, où ils ont engagé un défenseur, Tim Bernier, exactement, qui était 7e défenseur. Et c'est pour ça que je dis souvent, ok, mais est-ce que ton défenseur, il va jouer sur les qualités qu'il avait en Suisse ou bien il revient avec les qualités qu'on lui a demandé de faire en NHL? Alors moi je suis pas toujours, c'est pour ça que je disais, et je l'ai encore vu hier soir, un Dominique Egli, il est incroyable. Pour moi si je dois choisir, je prends un Dominique Egli. Après ça dépend de tes besoins, mais un Tim Bernier pour moi il est offensif mais il est quand même très défensif, il est pas aussi efficace qu'un Egli. C'est une question de perception et puis c'est une question de besoin en fonction des équipes. Oui. Moi j'avais choisi Dominique Egli. Ouais, alors voilà. Moi j'ai beaucoup hésité. Hein. Oui, c'est ça. Et en fait, j'hésitais entre Koukan et Egli. Koukan pour la régularité, puis Egli quand même par rapport aussi à. C'est pas un hasard si tout le monde s'intéresse à lui. Il a fait monter les enchères en disant qu'il allait partir en Suède. Ça va un peu mieux depuis 10 jours, mais début de championnat, c'était moins ça. Puis, en novembre, mais là, on parle du mois de novembre. Ouais, mais il y a eu moins de. Ouais, je dirais 50-50 parce qu'il a eu un mois de novembre difficile et la fin du mois beaucoup mieux. Ouais. Mais par contre, il a vraiment une attitude de patron. Il me fait beaucoup penser à Fabien Guignard des grandes années. Quand il était à Cloton, et d'ailleurs ils font à peu près 1m75 les deux pour 80 kg. Ils ont les deux une attitude, enfin ils avaient, puisqu'on parle de Fabien, il y en a un qui est gaucher, l'autre qui est droitier, mais regardez, moi ce que j'aime bien, c'est que quand tout d'un coup il y a un souci avec le powerplay, ces gars-là ils sont capables de te le poser. Et vraiment,
un peu à la Mark Streit avec une bonne passe, un machin, et ils éclaircissent le jeu. Moi, j'avoue, j'aime beaucoup Dominique Egli, et franchement, si moi j'étais un gros club, je parle genre Zurich, Berne, j'essaierai de l'avoir. En tout cas, club en manque de défenseurs, quand il y a un ou deux blessés, suivez mon regard. Ça dépend avec qui tu l'alignes surtout. C'est ça, ouais. Il faut un gars qui défende. Un gars qui défend, c'est comme fort physiquement. Tu joues avec 4 attaquants. Si tu joues Egli Nemec par exemple. Voilà, exactement. Très solide. Tout à fait. Là, on a une ligne Nemec-Koukan, c'est pas mal pour notre banc. Et les gauches? Moi j'ai mis Fabrice Herzog, déjà 15 goals, 22 points, plus 14. Le puissant ailier suisse arrive à son prime. Il a réglé ses problèmes d'indiscipline et on lui a tant reproché à juste titre. Il y a des gens de votre profession qui ont quand même bien exagéré, mais il a bien réglé ses problèmes de discipline et devient un candidat assis pour l'équipe de Suisse. Moi je suis vraiment content de le voir à son prime parce qu'il est vraiment très 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 bon et puis il marque des goals très importants et il est vraiment très solide. Donc pour les playoffs, c'est un joueur qui est très important pour Zog. En fait, moi mon ailier gauche c'est Herzog. Mais en fait, faut rajouter un truc. On se consulte. On se consulte pas. Non mais c'est vrai. Aussi, mais là, juste ça préciser un truc. Tellement évident. Ailier gauche du 3e bloc à Zog. Le gars, mais il joue dans toutes les situations. Ouais, bien sûr, mais c'est juste pour dire la profondeur. Et puis regardez le classement de Zug. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que pour moi, Herzog, il a une certaine sagesse qu'il a acquis avec le temps. Et effectivement, il fait. C'est un petit peu comme Chervet au début, qui mettait des patates à tout le monde. Et surtout, je sais pas si tu vois dans les situations où c'est un peu conflictuel, où ça brasse dans la cage. Il reste calme, mais lui il sort, il laisse faire les autres. Je pense que ça l'a fait grandir et on a été vraiment très dur. C'était un joueur problématique quand même. Il y a pas si longtemps. Mais parce que Herzog, c'est pas un gars qui a des mains exceptionnelles, quoi que ce soit. Par contre, c'est un gars qui pèse. C'est un monstre physique. Ouais, c'est ça, il pèse. Et puis en plus, moi j'adore. Alors, et on l'a vu l'année passée en Coupe d'Europe contre Berlin, contre Munich, je sais plus. Il a jamais peur. Alors dès que ça brasse, il va dedans, il tape et vas-y. Mais intelligemment. Donc moi je pense que faut pas oublier qu'il a un passeport suisse. 3e bloc, effectivement, il joue les situations spéciales, mais 22 points, 15 goals. Ouais, c'est clair. Et pilier, magnifique. Plus désormais pilier de l'équipe de Suisse. C'est clair. Et puis si on regarde des Martini, regardez comment ça tourne à Zug, c'est pas le hasard, regardez le classement. On se garde le centre pour la bonne bouche, on y va d'abord avec l'ailier droit. Donc vous, votre ailier gauche, c'était aussi Herzog. Oui, c'était Herzog. Okay. Moi, ailier droit, j'ai mis Marcus Sorensen, 19 buts, meilleur scoreur du championnat, plus 16. Efficace et surtout régulier. Il a tenu à bout de bras Gauthieron durant ce mois très très compliqué. Ça a vraiment été le seul joueur qui a fait faire des points à Gauthieron, et avec des goals sublimes et surtout au bon moment. Et je rajouterais que par rapport à la saison précédente, où il a eu cette blessure en début de saison en Champions League, mais il était quand même très inconstant et avec un volume de jeu qui était des fois, tu te demandais ce qu'il fabriquait. Et là, quand même, dans le volume de jeu, je l'ai vu faire des replis défensifs, je l'ai vu être beaucoup plus impliqué défensivement. Donc vraiment, du grand Sorensen et Fribourg a vraiment un étranger de très haut niveau à l'aile droite. Je crois qu'il est content de jouer avec Wallmark aussi. Ça passe très bien. C'est cool de jouer avec Wallmark. Le téléphone installé là, c'est pas possible. Alors, moi, j'ai un petit coup de cœur. Et puis, comme on a dit que c'était du mois de novembre, moi, mon ailier gauche, c'est Axel Simic. Il est droit. Pardon, j'ai mis... excuse-moi. Axel Simic. Pourquoi ? Parce que, il est droit. 10 goals à Cloton dans cette configuration. Il faut voir les goals. C'est tout des goals importants. Et pour moi, Axel, il a fait un mois de novembre exceptionnel. Et en plus, il est décisif dans une équipe qui est en difficulté. C'est pas simple. Et lui aussi, 3e bloc. Parce qu'ils ont mis leur force vive sur les deux premiers blocs. Avec De Rungs. Et exactement. Et d'ailleurs, De Rungs. Puis avec Diem. Exact. Mais d'ailleurs aussi entre nous, De Rungs qui jouait pas l'année passée à Genève. Donc là aussi, Cloton, ils sont dans leur rôle, faire de la formation. Mais moi, je trouve que franchement, Axel, qui sait qu'aurait pensé qu'il aurait 18 points au début décembre? Pas beaucoup de gens. Et surtout, qu'il soit aussi décisif parce qu'il a vraiment fait souvent gagner Cloton. Et moi, j'ai trouvé que c'était intelligent de sa part. Il a dit, il aurait eu des offres pour aller ailleurs. Il a dit, mais finalement, Cloton, il m'offre le rôle que j'ai besoin pour progresser. Et il n'a pas 22 ans, mais à son âge, il a compris que c'était peut-être une bonne chose
d'être le chef du village, comme on disait la dernière fois. Bon, je suis d'accord pour ton coup de cœur, mais intrinsèquement, si on regarde la différence entre les deux joueurs par rapport à Sorensen, il est quand même. Oui, il y a quand même. Mais c'est vrai que son mois de novembre est exceptionnel. Et il a fait gagner notamment contre Fribourg à lui tout seul le match. Je suis d'accord. Non, mais c'est pour ça que je dis, c'est un coup de cœur, je l'ai bien précisé, et puis du mois de novembre, parce qu'il n'a pas été comme ça tous les autres mois. Alors moi, comme ailier droit, j'ai aussi choisi Marcus Sorensen un peu pour les mêmes raisons que vous. D'ailleurs, c'est vrai que offensivement, c'est lui qui a été peut-être, on dira même peut-être un petit peu l'arbre qui a caché la forêt. Non, mais complètement. Pas peut-être. Et enfin, qui a beaucoup contribué au fait que Fribourg, en alignant les défaites, a quand même réussi aussi à se maintenir à un classement. Quelques matchs. Voilà. Mais c'est le seul qui n'a pas baissé de régime. J'avais quand même aussi retenu durant ce mois de novembre les performances du Zugua O'Neill ainsi que de Daniel Carr, le Luganais. J'ai hésité un petit peu entre les trois, mais je pense qu'effectivement, par rapport à l'impact que ça a eu, je pense que Sorensen mérite effectivement sa place dans notre équipe du mois. Voilà, ça c'était mon choix. Donc, Marcus Sorensen qui sera notre ailier droit. Le joueur de centre maintenant. Calvin Turkov, top scorer du championnat. Hein. C'est qui, quand vous vous rappelez, il y a 2 saisons, on l'a signé longuement. Tout le monde a dit oh là là, un contrat si longue durée. À son âge, 26 ans, top scorer avec les étrangers qu'il y a dans le championnat, c'est vraiment très solide. 1m88, 93 kg, 34 points déjà, plus 11, s'adapte avec le line-up. C'est-à-dire que ça ne marchait pas à un moment donné, on lui a mis d'autres joueurs et puis il a continué à scorer. Passe, score, joue dans les deux sens de la patinoire, inspire les coéquipiers. Parce qu'il est capitaine, vous avez vu, il parle très peu. Il parle très peu pendant les matchs. Par contre, il est inspirant. Il vient par l'exemple. Et il est vraiment inspirant par l'exemple, avec beaucoup d'impact physique. C'est un monstre physique. Et je pense qu'il est de plus en plus observé en NHL, malheureusement, pour le Gano. C'est clair. Alors moi je savais que Laurent allait mettre Turkov, du coup j'ai mis Suomela parce que il a fait un bon mois de novembre. C'est ça, mois de novembre. Et je veux dire, faut pas oublier qu'au début du mois de novembre il était en panne de goal. Après la pause de l'équipe nationale, ça lui a fait du bien. Exactement. Et moi ce que j'aime chez Suomela, c'est qu'il marque et il fait marquer. Et je trouve qu'il est. Et en plus, bon, on en parlera peut-être après, mais j'ai trouvé qu'il est de plus en plus complémentaire avec Haapala qui vient d'arriver. Et quelque part, peut-être que c'était ça le bon deal à faire de mettre Haapala, parce que encore une fois on parlait de Wallmark avec Sorensen, mais je pense qu'avoir des gars qui s'entendent, peut-être qui parlent le même langage et qui ont la même culture, c'est important. Mais en tout cas Suomela pour moi, mais des fois tu le sais toi-même, tu joues avec un joueur, il y a un système en place et puis il va faire des mouvements que tu vas comprendre et un autre que tu vas pas comprendre. Pourtant tu as le même système et c'est difficilement compréhensible les duos. Des fois tu mets un duo, tu dis ouais ça marche, et tu dis mais t'imaginais jamais ça en début de saison, et finalement c'est difficile à expliquer. Moi j'ai vu le match par exemple contre Ajoie, tu vois que ces deux ils s'entendent bien. Tu vois, et mais dans les mouvements, terrible pour Kovac parce qu'il fait une bonne saison. Mais ça on y reviendra. Dans la compréhension, on a l'impression qu'ils se comprennent plus vite. Ouais, et puis on dirait que je sais plus, c'est toi qu'on parlait la dernière fois, quand tu donnes un puck, tu sais qu'il va revenir. Et du coup, il n'y a pas d'égoïsme. C'est ça. C'est terrible. Les lignes comme ça, ils sont tellement bien. Le seul bémol, c'est par rapport à Turkov, ce que je trouve, c'est pour ça que j'ai mis Turkov, moi, c'est que dans le volume de jeu et dans le jeu défensif, lorsque ça frotte, ça joue des longues séquences physiques, il est un peu moins fort à mon avis. Mais tu vois, c'est quand même fou. Qui c'est qui aurait pensé que Turkov, on dirait qu'il serait plus fort que Suomela avant le début de saison. Non, mais plus complet, mais parce surtout après le premier mois de Suomela. Mais plus complet, mais c'est surtout parce que physiquement, c'est un vrai monstre. Et puis, on va arriver dans les moments importants. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je reviens là-dessus, mais les pré-playoffs avec Genève qui était ultra dominant, qui a joué Lugano. Non, c'était en quart de finale. Ouais, bien sûr. Quart de finale. Le fameux match. Turkov, à lui tout seul, il a fait douter le Grand Genève qui était champion. C'est pour vous dire l'impact qu'il a aujourd'hui. C'est un franchise player, c'est exactement ça. Et en fait, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que Turkov, il est bon depuis le début de la saison. Il n'a pas faibli. Un peu comme Sorensen d'ailleurs. C'est ça aussi qui est remarquable. Parce que, et d'ailleurs, juste pour info, vous savez quand c'est les dernières fois que les meilleurs buteurs du championnat suisse étaient suisses? Vous savez quand c'était? Ça remonte, je pense. Très loin, justement. C'est pour les très anciens. Là. Je dirais plus de 20 ans. C'est plus. Ah oui? La dernière fois, c'était les frères Lindemann, Guido Lindemann, donc c'était à Rosa. Et le dernier meilleur buteur du championnat suisse, c'était Michel Turler. Voilà.
Donc c'est juste pour dire que... Vous êtes sûr de ça? Ouais, non, il n'y a pas eu un Suisse comme ça qui a réussi à... Non. Personne, c'est toujours des... Non, mais Fnac, c'était un passeur, machin. Non, mais vraiment, buteur. Ouais, donc juste les goals, hein, tu parles. Ouais, bien sûr. Mais même juste pour dire... moi, je me rappelle d'une année où, même à l'époque de Lausanne, il y avait la GDF, Duby et Gosselin étaient au même... C'était plus ou moins les mêmes nombres de points. Mais là, Turkov... Je veux dire, il est au sommet des meilleurs joueurs du championnat suisse. Mais il est top scorer de la ligue. Exact. Et c'est tous des gars qui viennent de NHL. Et quelque part, c'est pour ça que tu peux t'inquiéter parce qu'il l'a jamais vraiment eu, ça change. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un Suisse ces dernières années? Moi, je vais vérifier. Je suis pas sûr. Le dernier meilleur buteur suisse, c'était Michel Turler. Bon, bah, et il y a eu les frangins Lindemann qui ont fini genre premier, deuxième. Mais ils étaient incroyables les deux. Mais voilà, pour dire. Bon, il y aura un petit peu débat pour même si on sent qu'il y a quand même une petite préférence, on va dire 1,5 pour Calvin Turkov quand même, parce qu'on entend ils ont le même nombre de points entre nous. Hein. On entend bien les arguments de Laurent, on entend bien les contre-arguments de Christian Ponty concernant Suomela, mais un petit peu moins. Voilà. Enfin, après, juste mais préciser. Moi, je vais vous proposer un troisième nom. Allez-y. Ouais. Non, mais juste préciser, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont 15-19 et 19-14. Ils ont les trucs inversés. Ça veut dire qu'il y en a un qui a 19 goals et l'autre qui a 19 assists et inversement avec les goals. C'est juste pour dire que Suomela tire beaucoup. Mais je pense qu'il est. 33. Je pense qu'il a moins, lui. Ok. Parce qu'il était vraiment tout seul. Mais attends, j'avais on peut regarder, je vais. Alors donnez-nous votre. Faites-nous rêver. Puisque j'ai fait des progrès j'ose. Ouais, bien sûr. Non, en fait, c'est un peu du hasard, mais j'ai suivi 2 matchs complets des TTC Lions ces derniers temps, et il y a un gars qui m'a bien plu, qui ne fait pas forcément partie il doit être dans les 15 meilleurs compteurs du championnat aujourd'hui, mais il marque pratiquement à chaque match, en tout cas en novembre. C'est Derek Grant, le Zurichois. Moi, je voulais le mettre. Bah voilà. Mais je vais en parler dans le powerplay. Je vais en parler dans le powerplay. Donc je ne suis pas complètement à côté de la plaque. Très important des joueurs comme ça. C'était l'homme que j'avais choisi comme joueur du mois de novembre dans la position de centre. Donc voilà, donc nous avons Calvin Turkov, nous avons Antti Suomela, nous avons Derek Grant, nos 3 nominés. Il y aura donc débat pour... Suomela, il a 26 points en fait. Puis Turkov, il a 34. Ouais, pardon. Alors j'ai inversé. Enfin bref, il y aura débat pour nommer notre centre de ce mois. On fera ça après l'émission. Et puis vous aurez le résultat demain sur le site planethockey.com. Il nous reste le coach. Le coach. J'y vais alors. Vas-y. Alors moi j'ai mis Mark Crawford, et pourquoi? il peut, on l'a beaucoup critiqué ici, mais moi je trouve qu'il a vraiment évolué sur plein de points. Il peut se permettre avec l'effectif qu'il a à disposition de tenter des paris dans le line-up d'ordre tactique ou lors des situations spéciales. Il a également su s'adapter en donnant du temps de jeu à des jeunes talents. Je m'explique. Pour gagner un titre, leur powerplay, il a 30%, leur boxplay à 85%, sont ultra importants. C'est la seule équipe pour le moment avec 2 pipis qui peuvent être décisifs, avec des blue liners, des bumpers, des playmakers, des screen players et des shooters. Mais surtout la variation des jeux parapluie, carré, et une amélioration cependant concernant le screen player. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'en powerplay, j'ai regardé toutes les équipes. Eux, ils savent s'adapter. C'est-à-dire qu'ils sont capables, si d'un coup le box-play est très agressif ou vous jouez en parapluie, de passer en carré. Ils sont capables de jouer en haut avec le blue liner parce qu'ils ont des gros shoots à la ligne bleue, ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes. Ils ont des gros playmakers type Malgin. Ils ont des gros shooters type André Ghetto. Ils ont, vous avez parlé du centre Grant devant la cage, qui est tout simplement exceptionnel sur les screenshots, sur les déviations et sur les rebonds. Et puis après, ils alternent les bumpers. Mais le truc où moi j'adorais à Fribourg à l'époque, c'est quand il y avait Dernay, qui était pour moi l'un des meilleurs à ce poste-là. Donc il était screen devant la cage, mais surtout il arrivait à sortir au bon moment pour libérer et jouer derrière la cage et libérer des lignes de passe. Et aujourd'hui, toutes les équipes jouent bien au powerplay. On a parlé de l'amélioration à Lausanne, etc. Mais c'est la seule équipe qui a vraiment 2 powerplay efficaces et qui est capable de s'adapter aux adversaires. Ce qui n'est pas le cas si on prend Lausanne, par exemple. Ils ont un bon bumper. Maintenant, ils ont trouvé avec Jäger, ils ont un bon shooter. Ria, ils ont un bon playmaker. Suomela, ils ont un bon blue liner avec Juice. Ils ont un bon gars devant la cage. Pilote aussi. Ils peuvent mettre ses catchs, etc. Mais par contre, si d'un coup il y a une grosse agressivité sur le bumper et sur les deux ailes, ils ont moins de solutions de rechange. Ils ont moins de solutions de rechange, et c'est là-dessus où Lausanne doit travailler pour améliorer son powerplay et avoir des variations, parce que
c'est ce qui va faire la différence. Et lorsque tu parles de l'entente Suomola avec Haapala, Kovacs, évidemment, c'est logique le choix. Mais dans les moments décisifs et lorsque ça va être très très serré, que ça va jouer un goal, Kovacs c'est un buteur. Et est-ce qu'on n'en aura pas besoin ? Il a plus d'impact physique quand même. Ouais, pas forcément, parce qu'il est un peu craintif, moi je le trouve parfois. Moi je trouve qu'Haapala, physiquement, il est pas tellement là. C'est surtout, c'est un gros shooter. Et c'est là-dessus où il faudra prendre les bonnes décisions. Et là, ça va jouer au coach. Mais là où je mets Crawford en avant, c'est qu'il a su, malgré son âge et son expérience NHL, s'adapter, réfléchir, mettre des jeunes joueurs, varier les choses, et peu importe le résultat. Il a perdu des matchs parce qu'il a fait des tests. Mais il a tellement un passé avec des victoires que finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important ? Ce qui est important, c'est que son équipe soit prête pour les playoffs. Et là, je crois qu'il est en train de faire... J'étais vraiment surpris. Je souris parce qu'avec ce que vous dites maintenant, vous apprécierez particulièrement mon coach du mois. Mais ceci dit, juste compléter, il a quand même une équipe pléthorique qui permet aussi d'avoir des solutions. C'est ce que j'ai dit au départ. Mais pareil, mais par contre, justement, il n'a pas fait le nord-américain de base qui arrive de NHL. Toi, tu es jeune, toi, tu n'as jamais joué là, tu n'as pas joué dans cette ligue, je te prends pas, etc. Ouais, puis même avec Kostinkov, il a mis des jeunes. C'est ça, c'est vrai. Bon, vous allez comprendre après pourquoi je rigole. À vous, Christian. Alors moi, mon coach du mois, c'est Ward. Je vais expliquer pourquoi. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as l'impression que Lausanne a enfin retrouvé sa joie de vivre et comme par hasard ses résultats. Et je me rappelle l'année passée quand je voyais bien, je disais il n'y a personne qui fait la gueule et j'ai un peu l'impression que c'est la même chose du côté de Lausanne. Et l'air de rien, il est quand même en train de gentiment réussir son pari à relancer des Canins et compagnie, même si c'est pas flamboyant, c'est quand même bien. Et puis moi je trouve que comparé au début du championnat, l'équipe elle joue nettement moins stéréotypée et chip plus au fond. Et ça c'était insupportable. Dans la possession. Voilà. Et en fait c'est comme si, d'une part, je pense qu'il s'est rendu compte rapidement du potentiel de l'équipe, mais je trouve qu'il l'exploite beaucoup mieux. Et c'est beaucoup plus beau à voir. Est-ce qu'il n'y avait pas urgence de résultats par rapport à la précédente saison et donc du coup c'était moins beau à voir et puis là aussi. Il s'est mais adapté. moi je salue aussi son audace, je l'ai dit. Alors Page c'est le meilleur exemple, mais pas seulement. Moi je trouve qu'il est en train de relancer un Ugly, il est en train de... Enfin même le 4e bloc, et je trouve que qui aurait pensé qu'un Holdener aurait fait ce début de championnat. Holdener, tout le monde disait en début de saison, et nous les premiers, qu'il serait peut-être du côté de Martini. Et moi j'ai l'impression que sa force, c'est qu'il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Voilà, il y a un bon exemple. Maintenant il y a Kovacs qui joue plus depuis 2 matchs. Comment il va gérer ça ? Moi je pense qu'il va être assez malin, il va le garder en température. Et alors là, il a bientôt un autre problème. Il y a Raffel qui revient. Ouais, exact. Après, Raffel, ça fait quand même des sacrées saisons avec beaucoup de blessures. Comment il va revenir, dans quel état ? Faudra voir, mais parce que Raffel en play-off, si tu tombes sur un os, c'est un joueur que tu auras peut-être besoin. Après, encore une fois, quel Raffel ? Bien sûr, évidemment. Bien sûr, mais en tout cas, moi je trouve que sa gestion humaine, je parle humaine, elle est remarquable. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est Chris Bolt, je vous en avais parlé. C'est beaucoup dans la participatif. Ouais, d'ailleurs, c'est un peu. C'est un ancien prof, c'est pas pour rien. Il a une grosse pédagogie. Voilà, et moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'il n'a pas besoin de mettre un gros chewing-gum à un costard. Et moi, j'adore les coachs qui coachent en Woodies. Bon. Qu'est-ce qu'il est sacré frontière. Finalement, moi, je rigolais, mais finalement, je rigole beaucoup moins parce que j'allais dire Jeff Ward aussi, mais surtout pour embêter Laurent Perroton. Ah non, mais moi... parce que les arguments que vous donnez concernant Mark Crawford pourraient servir aussi un petit peu, en tout cas au début, de contre-argument pour parler de Jeff Ward. C'est pour ça que je souriais. Ah non, mais alors, moi, Jeff Ward, il faisait partie de la shortlist. Par contre, aujourd'hui, sur la progression et sur le fait de pouvoir gagner un titre, moi, je me suis basé là-dessus. Aujourd'hui, il a une équipe, évidemment, où il est plus armé, mais surtout, moi, j'ai pris l'exemple de Genève. Genève, l'année dernière, ils ont gagné leur titre sur les situations spéciales. Et les étrangers. Non, mais les situations spéciales et la variation des jeux. Des fois, ils jouaient à 2 derrière la cage. Des fois... Et aujourd'hui, c'est ce que Zurich fait. Et c'est Lausanne. Lausanne, avec le powerplay a beaucoup progressé, mais avec un meilleur powerplay. Pourquoi pas au mois de décembre mettre Jeff Ward, mais j'ai rien contre Jeff Ward, au contraire, et j'ai loué c'est la progression de son équipe, mais pour l'instant l'équipe qui m'impressionne le plus est dans les choix d'ordre tactique et individuel, c'est Crawford, c'est Crawford. Voilà.
Bien, mais quand c'est pas bien, on le dit, puis quand c'est bien, on le dit aussi. Absolument. Exactement. Bien, alors rappel de notre équipe du mois de novembre. Dans les buts, Kevin Pache. En défense, Patrick Nemetz, le Bernois, et Dean Koukan, le Zurichois. Comme ailier gauche, Fabrice Herzog. Comme ailier droit, Marcus Sorensen. Il y a un petit débat concernant le centre, mais ce sera vraisemblablement Kevin Turkov, à moins que notre coach du mois, Jeff Ward, décide d'utiliser son joueur à lui, à savoir Antti Suomela. Okay. Voilà donc. On va l'appeler. Voilà donc pour notre équipe du mois. Évidemment, vous pouvez toujours réagir parce que on le dit, on essaye d'être objectif, mais il y a aussi une part de subjectivité, bien entendu. Et vous avez aussi le droit, évidemment, de vous exprimer, notamment sur les réseaux sociaux. Voilà, merci messieurs pour ce choix. On a pris notre temps, mais on a bien développé nos choix, puisque souvent on nous pose la question, mais quels sont vos critères, etc. Ben là, vous les connaissez maintenant, nos critères. Je rappelle que nous sommes aux têtes de course, le Bike & Coffee de Nyon à l'avenue Violier. Encore une fois, nous allons terminer non, il reste quand même encore un gros quart d'heure si vous êtes sage. On va terminer cette émission en parlant de Champions Hockey League et puis évidemment quand même des performances des équipements de National League et puis un petit mot quand même sur la NHL, puisque les Suisses continuent de s'illustrer quand même. On commence par quoi ? La Champions Hockey League, allons-y. Rapidement, ça reprend cette semaine. Rapidement, ouais. Donc Genève qui joue demain à la maison. Rappi exactement la même chose demain à la maison. C'est deux équipes en grande difficulté dans le championnat. Donc ils se sont révélés à chaque fois et ça les a reboostés pour le championnat. Donc on espère des bons résultats. Ce qui est très important demain pour les deux équipes suisses, c'est de faire un bon résultat parce que tu n'as pas l'avantage de la glace, tu finis chez l'adversaire. Donc les matchs demain sont déjà cruciaux pour les deux équipes suisses. Ouais, alors on va quand même rappeler les adversaires. Hein. Donc Rapperswil qui reçoit Vicovice et Servette qui reçoit Véchieux. Véchieux, exactement. Alors, et puis le 12 décembre, inversement, on va à Véchieux et on va à Vicovice. Voilà, et puis on rappellera quand même que 24 heures plus tard, on aura encore un dernier match avec Patovice et Luko. On va quand même donner ces affiches parce qu'elles sont intéressantes. Et puis le quatrième match de ces séries, eh bien, c'est Skellefteå contre Färjestad. Là, c'est vraiment un gros quart de finale. Ouais. On en reparlera la semaine prochaine. Bien, voilà donc simplement pour rappeler que demain il y a cette Champions Hockey League. On va maintenant parler du championnat de Suisse et on y va dans l'ordre du classement qui nous fait plaisir. On commence par l'eau. Fribourg 3e, 3 victoires d'affilée, ça va mieux. Ça a gagné à Rapperswil, donc qui relance beaucoup les autres équipes, mais qui est sur une 11 défaites d'affilée de tête. Hein. Donc ça a été gagné 4-1 à Rapperswil et ça a gagné hier soir 4-2 contre Davos. Le match de hier soir, il m'a plu parce que l'arbitrage a été catastrophique. Il y a eu des pénalités sifflées, mais souvent dues à des pénalités non sifflées. Donc du coup, on était en retard sur toutes les décisions. Et malgré tout, c'était un match âpre, dur. Davos, ça a durci. Beaucoup de trash talking et ils ont gagné ce genre de match. Et je souhaitais les voir gagner ce genre de match pour voir ce qu'ils avaient un petit peu, où ils en étaient. Et avec l'absence de Suter et de Diaz, donc on avait dit que la profondeur en défense allait être compliquée, donc j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Mais ils ont quand même fait le job et ils sont bien relancés. Donc une bonne semaine pour Fribourg. Je reste convaincu que la profondeur de banc défensive de Fribourg, ça va être ce qui va leur causer leur perte. J'en suis convaincu. Ouais. En tout cas, une chose est sûre, c'est que... S'ils n'ont pas de blessés, non, mais... rien contre le petit Sansonance, par exemple, qui a fait ses débuts. C'est ça que je voulais dire. Il a vite compris. C'est une belle histoire. Il a vite compris les vitesses. Hein. Non, mais à part ça, au-delà de ça, il faut quand même faut donner du crédit au coaching staff. Hein. Ils l'ont mis sur la glace, Basile Sansonance. Il a joué 1:30, sauf erreur. Hein. Un peu plus, pas beaucoup, mais voilà. Mais il était sur la glace sur un but, d'ailleurs. Mais il a encaissé, il a été aussi sur un goal marqué, un goal, il a 0 en fait. Non, mais après aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que il est sur la glace. Voilà, si j'allais dire, Bignas qui marque, c'est pas anodin, mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que moi, ça me fait un petit peu penser à Genève l'année passée. C'est-à-dire même en jouant moins bien, il trouve quand même le moyen de gagner. Ça prouve quand même que il y a quand même de la qualité dans cette équipe et
je veux dire, parce que ça reste un os. Hein. Davos, ils ont jusqu'à la fin, ils ont mis la pression. C'est pas un match simple. Et puis encore une fois, il y a quand même beaucoup de gens qui sont. Je prends l'exemple de Berchi, mais on peut aussi parler du défenseur suédois. Comment il s'appelle? Borgman. Il est dans un vide absolu. Le gars, c'est compliqué. Voilà. Il joue pas bon. Voilà. Et même, je dirais, Berra qui est moyen, qui est moins performant qu'en octobre. Il gagne quand même. Donc, et en fait, c'est comme j'ai dit, si ça, c'est leur trou. Oui, mais attends, regardez, Gauthieron a fait un super début de championnat, ensuite a eu ce monstre trou, mais ça correspond également à la période où Dubé a changé ses lignes. Et là, il est revenu à ses lignes du début de saison. Ouais, mais il les a changées parce que ça allait moins bien. Mais d'accord. Ouais, mais c'est lié, mais toujours été que maintenant on retrouve les lignes du début de saison et ça regagne de la même manière qu'en début de saison, c'est-à-dire sans être forcément trop dominant, avec une défense de fer, avec beaucoup de patience et au moment clé, la seule chose qui ne marche pas en ce moment, enfin en tout cas sur le match d'hier, c'est le pipi. Ouais. C'est le powerplay. 5 possibilités. Non, le pipi marche moins bien, mais il reste au niveau d'efficacité scoring à pratiquement 12%. C'est la première équipe de la Ligue, donc ils sont très concluants lorsqu'ils ont des grosses chances. Et moi je retiens que c'est l'équipe du début de saison qu'on retrouve. Oui, mais Philippe, quand ça va pas, vous changez. Il faut changer. Non, quand ça va pas, vous changez. Ça allait pas mieux. Non, mais attendez. Vous changez et vous savez qu'à un moment donné, vous allez revenir. C'est ça. À ce qui allait. Ouais, bien sûr. Tout le monde fait ça. Ça fait partie et c'est bien d'avoir des creux dans une saison. Bien sûr. On y reviendra après, mais c'est bien d'avoir des creux. On parle toujours de 2 pics de forme. Souvent, on parle pas des creux. Mais 2 pics de forme, c'est important. Ouais, exactement. Mais ils ont stoppé l'hémorragie. Et moi, je trouve que 3 victoires d'affilée. Ouais, et puis de nouveau une patinoire pleine, machin. Et quand même, 14e fois consécutive. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, mais c'est exceptionnel. Ouais, c'est ça. Franchement, il y en a beaucoup qui rêvent de ça. Cherche ça en Europe, guichet fermé pendant 14 Pour la première fois, hier, il y avait des billets encore en vente avant le début du match. Mais genre 200 ou 150. Dimanche soir à 20h. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'était plein. Moi, je pense qu'ils mènent quand même pas trop mal leur barque. Non, mais aucune crainte. Il ne faut pas rêver, il n'y a pas d'équipe qui va gagner toute l'année. Ah, ça on est d'accord. Mais voilà. Allez, deuxième club. Lausanne, donc tous les feux sont verts, on l'a redit, 4e, 7e victoire d'affilée, gagné 6-2 à Langnau, contre Langnau, gagné 3-4 à Onoté à Ajoie. Là, un point qu'on aurait pu gagner en plus par l'efficacité offensive. Il y a eu des moments où on a un petit peu ronronné, mais c'est toujours difficile de gagner à Ajoie. Et ce qu'il faut savoir, c'est toujours difficile d'enchaîner autant de victoires. Gagner 4-1 contre Lugano. Lausanne, je reviens juste sur Fribourg, mais Fribourg, ils reçoivent Bienne. Ils ont juste un match. Samedi, ils ont juste un match la semaine prochaine. Ouais. Lausanne reçoit Rapi et Lausanne va à Ambry. Donc 2 adversaires qui n'aiment pas trop. Donc on va voir un peu où ils en sont. Maintenant, vous avez beaucoup parlé de Lausanne tout à l'heure dans l'équipe type. Moi, je souhaite qu'ils aient un creux. Non, mais je souhaite qu'ils aient un creux parce qu'ils risquent d'avoir un play-off autrement. Non, mais pourquoi Nous n'avons strictement rien contre le Lausanne Hockey Club. Mais pourquoi Oui, parce que je comprends en fait. Vous gagnez tout, vous arrivez au play-off. Et vous arrivez au play-off. Non, mais la pression. C'est pas au moment des play-offs qu'il faut avoir le creux, ça c'est sûr. Non, mais c'est surtout que. Pic de forme. C'est surtout. Il faut avoir vécu des choses pendant la saison. C'est surtout qu'ils ont juste un petit baisse de niveau. Après les 6 premiers matchs. Ça, et là, tout va bien. On entend à l'intérieur, à l'extérieur du club, qu'il y a certains qui parlent déjà de titres, etc. Il faut se calmer. Comme partout. Non, mais il faut se calmer. Évidemment, il y a une équipe qui est très intéressante. Défensivement, offensivement, les gardiens, on en a parlé. Ça joue bien. Il y a des trios d'attaque qui se trouvent bien avec des complémentarités et surtout des rôles bien définis. Mais à un moment donné, soit on se dit on continue comme ça et c'est nickel, on va être bien classé en play-off. Mais moi, je crois qu'il faut qu'ils aient un peu des matchs difficiles. Ouais. Il faut qu'ils aient un peu des matchs difficiles et qu'ils en chient pendant 1 ou 2 semaines bien avant les playoffs pour pouvoir performer et sortir de là. Parce que quand tu es entraîneur, c'est ce que tu redoutes le plus. C'est paradoxal ce que je dis, hein. Mais ce que tu redoutes le plus, c'est quand tu gagnes tout. Je me rappelle, je l'ai vécu à Martigny. J'ai créé une fausse réunion en fait. Non mais pour vous dire, hein, tellement j'étais inquiet, j'ai fait venir le directeur sportif, je l'ai fait revenir du ski juste avant les playoffs, l'année où il y a eu le Covid, là où on avait tout gagné, pour créer quelque chose en disant que défensivement, et c'était le cas, hein. C'est-à-dire qu'on était tellement
bons, qu'on gagnait, mais défensivement on était scandaleux. Tu finis par croire que c'est facile. On était scandaleux. Ouais. Et on a gagné tous les playoffs. Malheureusement, la finale s'est arrêtée parce que défensivement on a été exceptionnel. Covid. Ouais. Et je crois que le gros travail de Ward et de son staff, maintenir en température, et surtout de rester calme lorsqu'il y aura un petit creux, parce que ça va servir. C'est juste ça, parce que vous imaginez, après la saison qu'ils viennent de vivre l'année dernière avec tous les problèmes extrasportifs, ils font une super saison et là ils arrivent en quart et ils se font sortir en 4 matchs. Ah ouais, c'est pas bon. Là c'est scandale. Là c'est scandale. Là je vous dis c'est scandale. Hein. Ouais. C'est scandale, les supporters, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à bien jouer. Même en jouant bien, tu peux perdre des matchs. C'est pas grave. C'est pas grave parce que tu as des certitudes dans le jeu, comme j'ai parlé au niveau tactique, au niveau individuel et puis collectif. Mais voilà, il faut pas que ça dure jusqu'à fin février, que tu te retrouves super bien classé, que tu perdes pas de match, puis que tu arrives au play-off et que tu tombes parce que tu arrives à Fribourg dans le temps, il n'y a pas longtemps. Ou bien en pleine possession de ses moyens, c'est ça. Sans plus rien à perdre. Donc voilà, c'est juste ça où il faut être vigilant. Bon, Lausanne, une chose, c'est qu'eux aussi, un peu comme Fribourg, avant la première pause de l'équipe nationale, il y a la deuxième pause de l'équipe nationale et ils vont bien. Lausanne, j'espère que ça va pas trop couper les relents, mais après il faut qu'ils visent le top 6. Il faut absolument être dans le top 6. Comme ça, tu es tranquille, tu te fais pas ces pré-playoffs. Forcément, c'est plus les pré-playoffs, c'est les play-in. Et puis ils avaient perdu beaucoup d'énergie il y a 2 ans. Être dans les 6, c'est déjà un truc. Ils avaient joué en brie. Tu peux bien préparer. C'est ça. Et puis après, moi, ce que j'aime, c'est alors. Et ça, c'est quand même lié évidemment au résultat et au coach, c'est le nombre de joueurs en confiance. Et le bon exemple, c'est Ria. Ouais. Ria, sa spécialité, c'est le one-timer. Mais pour avoir un bon one-timer et marquer des goals, il faut que le puck il arrive. Regarde avec Soumela, ça va bien. Mais c'est surtout qu'il les cadrait mal. Il le mettait souvent au milieu du goal. Là, maintenant, il arrive à les mettre, les croiser. Mais quand ça va, tu fermes les yeux, ça rentre. Mais clairement, mettre ton équipe en confiance, arriver on time au bon moment, ça va être le défi. Mais déjà, numéro 1, avant de parler de playoff, il faut être dans les 6. Voilà. Non, mais ça, je suis pas très inquiet. Alors par contre, puisqu'on parle de play-in... Avec le nombre de points qu'ils ont, moi je suis pas très inquiet pour qu'ils soient dans les 6. Alors puisqu'on parle de play-in, par contre, moi je suis inquiet pour Genève. Ouais, alors on arrive à Genève qui est 10e. Alors 7 défaites lors des 10 derniers matchs, dont 4 défaites lors des 4 dernières rencontres. Ouais, puis tu as vu contre qui ? Contre Cloton, Langnau. Perdu Cloton 4-3. Et on se rappelle comment, hein. Ils perdaient 3-0, ils viennent à 3-3, ils perdent à 4-3 dans la dernière minute. Perdu contre Langnau 0-2. À la maison 2-0. Mais là c'était fou, hein. En fait ce qui était fou, c'est que tu as l'impression qu'ils auraient pu jouer toute la nuit. Pas de chance, enfin voilà, pas. Et puis après, perdu à Zurich 4-2, donc là, voilà, ça peut arriver. Ils commencent mal. Une certaine normalité actuellement. Ils commencent mal le match, mais après ils commencent mal leur match. Ouais, 3-0 après 12 minutes de jeu. La Ligue des Champions va leur faire du bien. Donc là, ça reçoit Cloton après la Ligue des Champions et ça va à Rapperswil. Donc 2 équipes qui sont. Là, on est en plein dans le sujet. Hein. On est en plein dans le sujet. Donc là, maintenant, il va falloir commencer à faire des points. Mais Philippe, vous vous rappelez le premier match de Ligue des Champions, c'était contre les Autrichiens de Red Bull. Innsbruck. Ouais. Et puis j'avais été un peu dur dans mes propos en disant que c'était scandaleux d'avoir perdu ce match par manque de respect vis-à-vis de l'adversaire et du jeu. Finalement, on est au mois de décembre, on est toujours au même point. C'est ça qui est inquiétant. C'est qu'on se dit toujours, oui, il y a des possibilités, ça ronronne, mais finalement, Omark n'a pas été remplacé. Tom Ernest, il est irremplaçable, mais finalement, Lennström, il est tout le temps blessé. On a pris Onka, mais ouais, ça va pas. Et puis des joueurs qui performaient bien sont en dessous. Vraiment les satisfactions on en a très peu et les gardiens Desclos a fait une bonne rentrée mais il n'a pas la confiance du coaching staff. C'est compliqué. Hein. Alors bien sûr, on n'est pas au même moment de la saison, mais hier soir, après le match sur les Monts Bleus, à la place des analystes sur le plateau, il y avait le résumé de la saison passée de Genève Servette, et j'ai été notamment époustouflé par le but d'Artikainen. C'est pas le même joueur. Ça peut être un autre, mais ça m'a tellement frappé de voir ce Genève Servette qui n'a rien à voir avec le Genève actuel, et notamment Artikainen. On les a vus toute la saison en live. Il y avait tout. Et en ce moment, quand on voit ce joueur-là, il n'y a plus grand-chose.
toujours. Ouais, il y avait tout, mais il y avait surtout le timing et la passe qui arrivait toujours au bon moment. C'était génial. Mais Omar qui lui donnait des caviars, il l'a plus aujourd'hui. Ils sont clairement orphelins de Omar et Tom Ernest en ce moment parce que souvent ils allumaient la mèche. Et on se rend pas compte. Hein. On a beaucoup critiqué Omar, il nous agaçait par moments. C'est vrai. Mais qu'est-ce que finalement il était important. Mais sa créativité au bon moment, sur les powerplays surtout. Mais regardez un truc quand même. L'année après le titre, Zug en Coupe d'Europe, ils étaient dans le coup et ils n'étaient pas dans le... ils sont allés en demi-finale. Et cette année, Rappi, ils sont dans le coup. Et regardez, les deux équipes qui sont encore en Coupe d'Europe, ils le payent très cher. Alors, est-ce que c'est lié ? J'en sais rien, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça n'a pas l'air d'aider. Et puis en plus, après, je pense du côté de Rappi, il y a plus des blessés. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, des fois, tu te dis, ça pourrait être... je sais pas, comme un médoc d'aller pour parce qu'en fait finalement les bons joueurs dans les matchs en jeu en Coupe d'Europe à Genève ils ont performé mais ils n'arrivent pas. Et moi je reste persuadé qu'il y a quand même un problème d'étrangers vu l'âge mais imaginez c'est compliqué. Cadieux comme il doit souffrir. Parce que tu viens fou, c'est pas que t'as changé toute l'équipe, t'as quelques changements et t'appuies sur le bouton et ça marche plus. Non, puis t'as quelques changements, mais donc t'as été chercher Lundstrom pour Tom Ernest, t'as été remplacé Maninen quand même qui a une grande carrière par Omar, et après t'as été chercher Bernie. Maintenant t'as Onka qui est arrivé, t'as Maillard que t'as été chercher à Lausanne, donc t'as quand même des joueurs de qualité qui sont arrivés. Bon après tes gardiens ils tournent moins bien, mais après ils étaient entre deux l'année passée. Winnick Philpoula, c'est compliqué. Je vous parlais du powerplay. Je vous donne un exemple. Lorsque vous avez Tom Ernest à la pointe, vous pouvez mettre Vatanen sur le côté. Vatanen, pour moi, si on fait un résumé des powerplays, le meilleur shoot direct pour moi sur un poignet, c'est Vatanen. Il y a des mecs comme Ria, André Ghetto. Moi, je dirais André Ghetto à deuxième. Ensuite, Tom Ernest, qui est capable de faire une fin de shoot, de vendre un shoot et de faire une passe en étant invertébré comme lui. Il n'y en a pas beaucoup. Et l'autre chose qui faisait la différence, c'est Omar. Parce qu'Omar, pendant 30 secondes, il a gardé le puck. Tu disais, mais qu'est-ce qu'il fout ? Il est derrière la cage, il fait des 8, il fout quoi ? Et puis d'un coup, il sortait une passe soulevée incroyable entre deux mais cannes. Il a tiré le jeu à lui. Et puis le Hartikainen, il avait juste à faire flop. Il mettait ses baffes. Et il mettait une baffe au puck, c'était goal. Et là-dessus, ça change beaucoup. Parce que lorsque vous avez un entame de match difficile, d'un coup, il y a un powerplay, vous marquez 1-0. D'un coup, c'est difficile, vos gardiens, ils font les arrêts. D'un coup, vous avez un autre powerplay, vous mettez le 2-0. Cette année, c'est plus le cas. Ils sont juste bien aux engagements, ils sont premiers de la ligue, mais ça reste insuffisant. Et on oublie à quel point les 2 premiers mois de la saison passée, ils étaient exceptionnels. Mais moi je disais c'était les Harlem Globetrotters, c'était vraiment ça. L'année dernière, dans les 2 premiers mois, il y a des matchs où ils étaient scandaleux et ils gagnaient. Mais c'était scandaleux dans la complication des jeux, des passes dans le dos, dans le slot, des transverses. Mais tout réussissait. Tout marchait. Et puis surtout. Ils prenaient le puck en otage. Les équipes, ils prenaient plus le puck. C'est ça. Dans la possession de puck, ils étaient abominables. Donc inquiétant. Et puis, vous êtes champion. Vous êtes champion pour la première fois. Donc la pression, elle est vraiment forte. Et là, il va falloir vraiment, vraiment faire des points. Bon. Et quand vous êtes vice-champion et que vous êtes. Déjà, avant de commencer. Il marque pas non plus. Déjà, avant de commencer de parler sportif, on va parler extra-sportif. Parce que là, on parle de Bienne, qu'on s'entende bien. On parle de Bienne, 11e. Donc, déjà, pour parler un petit peu des résultats, c'est 5 défaites sur les 10 derniers matchs. Donc, c'est un poil mieux au niveau du ratio que par rapport à avant, mais ils ont retour des blessés. Mais ce qui s'est passé avec Tormanen, avec Martikainen, les interviews interposées sur il m'a interdit de venir. Ça tue le vestiaire, ça tue ce que tu renvoies, l'ambiance générale du club, et c'est inhabituel. Mais ça ressemble pas à Stoney. Ça ressemble, mais c'est pas forcément de sa faute. Bien sûr, il l'a pas maîtrisé. Après, je reste persuadé, et vous êtes journaliste, que dans les articles, des fois, on vous pose des questions, puis vous êtes un peu naturel, et puis ça a un impact. Le fait de... Je pense pas que ça soit méchant de Tormanen d'avoir dit j'ai pas le droit d'aller au vestiaire. Ce qui est complètement normal. Pour être très franc, je trouve ça normal. Mais c'est complètement normal. Mais sauf que comme il a cette maladie, c'est quelqu'un de respectueux. Il doit pas être bien en ce moment. Et que Martikainen, il n'a pas des bons résultats et qu'il est un peu sous pression, notamment par les fans du HC Bienne. Lui, il répond. Et du coup,
en ce moment, s'il y a un truc qu'on doit parler, c'est de sport et de hockey. Parce que là, ça va pas du tout. Et du coup, ça met. Et hier, il y a eu encore cette séance où, avant-hier, là, où ils sont restés jusqu'à 50 minutes dans le vestiaire avec des. Et je pense qu'il y a c'est tout lié. Parce que le gars, il est frustré, il est furieux. Et puis il a un body language catastrophique. Non, mais on voit qu'il est frustré. Mais bien sûr, mais là maintenant, là il va falloir. Là, j'ai regardé. Ils ont une semaine. Ça reçoit Berne et ça va à Fribourg. Et après, c'est la pause de l'équipe nationale. Là, il doit faire des points. Il doit faire des points parce qu'autrement, ils vont devoir prendre une décision. Parce que c'est vrai que. Moi, je pense je me rendais pas compte à quel point ça doit être dur de coacher Bienne. Parce que finalement, avec cette manière de fonctionner qu'avait Tormanen, avec ses joueurs, ses artistes, etc., si tu es un entraîneur avec des rigidités d'ordre tactique et une façon de penser très très professionnelle. C'est quelqu'un de Matikainen. Ouais, c'est compliqué que ça marche. Mais c'est pas complètement de sa faute à lui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une part d'erreur de casting là-dedans. Il y a une part d'erreur de casting et puis surtout il y a aussi un passé derrière. En fait, ces joueurs-là, ils ont une certaine habitude et puis quand ça marche, parce que peut-être que la même saison avec les mêmes joueurs, avec Tormanen, avec ce fonctionnement-là, ça marchait pas cette année parce que le championnat a progressé ou c'est plus rigide, etc. Donc ça, on le saura jamais. Mais finalement, il est au milieu de tout ça. Et là, cette histoire qui est sortie dans le Blick, là, sauf erreur. Bon, quand on a une déclaration comme ça, c'est un peu tentant quand même. Mais non, mais évidemment. Moi, je défends pas le Blick, mais c'est tentant. C'est votre métier, c'est votre métier. Mais ça, c'est la petite phrase ça vend du papier qui fait tout, quoi. Mais ça a fait mal au vestiaire. Moi, ce qui me choque, c'est surtout que quelque part, pour moi, Matikainen, c'est un gars qui est fait pour diriger des soldats. Et alors que c'est une équipe d'artistes, alors que justement, l'entraîneur d'avant, c'était un gars qui était fait pour. C'est comme Del Curto, il savait diriger des artistes. Moi, regardez, un bon exemple, c'est Pézan. Pézan, il est arrivé à Ajoie, on a dit, ouais, super entraîneur, il a fait champion. Mais avec quel joueur Ça souriait au pays. Hein. Non, mais ce que je veux dire, tu peux pas lui enlever qu'il a fait champion de Tchéquie, il a été élu meilleur entraîneur de Tchéquie, mais ça dépend des joueurs que tu as. Si tu as une équipe qui correspond à ta mentalité, des durs, justement, ça pour moi, Matikainen, j'ai l'impression qu'il est fait pour diriger des gars rigides, des soldats. Et les artistes, c'est compliqué. Est-ce que l'année prochaine, ça sera pas le cas? Alors, bonne question. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression que c'est le bon entraîneur pour l'équipe qu'il a. C'est ce que je pense. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, quand on parlait éventuellement de qui pourrait remplacer Matikainen, vous étiez les premiers à dire Steinegger. Mais c'est toujours. Ouais, non, pas dans la situation actuelle. Moi, il y a autre chose à faire aussi. Moi, je pense que oui. Et il a une équipe à monter, il n'a pas que ça à faire. Ouais, non, mais je dis pas le contraire. Financièrement, et puis dans les choix. Mais si tu coules avec cette équipe, il faudra bien faire quelque chose au bout d'un moment. Non, mais en plus, comme c'est lui qui a fait ce choix-là, je pense qu'il va mettre les mains dans la peinture. Ouais, et puis c'est pas le genre à se défiler. Non. Je pense que moi, après la pause d'équipe nationale, si au bout de 4-5 matchs, ça perd encore. Mais moi, je reste toujours positif avec cette équipe. Ouais, moi aussi, parce quand que tout le le monde va revenir, là, c'est ça. Et s'ils arrivent à trouver soit une alternative avec ce coach et qu'ils arrivent à s'entendre, soit ils changent et ils mettent Steinegger ou quelqu'un d'autre, peu importe. Moi, je pensais Steinegger. Cette équipe-là, elle peut être redoutable. Je vous l'ai dit, la composition la semaine dernière. Si tout le monde est en santé et que ça joue au hockey, moi, j'aimerais pas les prendre en play-in. Non, vraiment pas. Et puis, si par hasard, ça doit être Steinegger, il connaît ces artistes, il les connaît, c'est lui qui les a signés. Il y a quand même une affinité. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tellement là en ce moment. Mais moi, ça m'a déçu. Que Tormanen il fasse ces déclarations. Ça m'a déçu que Matikainen y réponde. C'est pas, sujet. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Ça n'a pas aidé en tout cas. Ça, c'est vrai. Bon, et puis reste à Joie. Je désespère un peu. Léger mieux. Pas tant que ça. Moi, je trouve que ça va mieux. 3 points sur 6. Faire un petit point par-ci par-là. Contre les Annes, ils ont fait un bon match. Non. Maintenant, regardez le classement. Maintenant, je me base sur le classement. Regardez où ils sont. Moi, j'ai pas peur de le dire. C'est mort. Ouais, non, alors déjà, c'est mort, pour ça qu'il ne sera jamais entraîneur du cas, impossible. Non, si, parce que j'y crois toujours. Non, mais tu peux pas dire c'est mort. Tu dis c'est mort à tes joueurs, les gars, ils se lèvent tous. Mais bien sûr, je vais détester un peu. Mais regardez la réalité, regardez les cas. Mais la réalité, c'est que ce week-end, ils ont fait des points. Ils ont fait 3 points sur 6. Oui, mais les autres aussi. Mais évidemment. Bon, on est à la moitié du champiat. Mais la force d'Ajoie, c'est de s'accrocher. À supposer que vous récupériez un point de temps en temps, vous n'êtes même pas en play-in. Dans le 10, dans les 10. Non, mais ça, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je dis que c'est mort. Ambry a fait ça pendant des années. Ils sont toujours en National League. L'objectif, c'est de chercher la 12. Non, mais je parle pas de relégation. Non, mais bien sûr. Mais on est bien d'accord qu'ils seront pas dans le haut du tableau. Mais ce que je dis simplement, c'est qu'au moins, ils continuent de faire des points. Ils sont pas à 12 défaites consécutives. Puis ça joue mieux. Mais je les espère parce que je les aime bien.
Oui. Mais oui, mais moi je désespère pas, ils font des points. Je suis peut-être dans l'émotionnel. Mais ils ont été gagnés à Cloton. Ils avaient gagné à Cloton. C'est la moindre des choses, vous avez joué Cloton. Mais Cloton, ils jouent beaucoup mieux là. Et puis ils sont mieux classés qu'eux. Non, mais c'est comme ça. Je veux dire, la Salic, c'est pas que des clubs de haut classement, clairement. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que si on inverse simplement juste les prolongations et qu'ils gagnent contre Lausanne, on dit qu'ils ont fait un bon week-end. Ouais, c'est ça. Et moi d'ailleurs, à ce propos, j'écoutais les commentaires de Stéphane Rochette qui disait je comprends pas qu'ils mettent un Kevin Fay sur la glace parce que c'est pas un vendeur de vitesse. Ok, mais tu mets qui Brennan, défensivement, bof. À 3 contre 3, je précise. Gélinas, pire. Moi, je vais dire, c'est un casse-tête, c'est pas simple. Moi, perso, j'aurais mis un Fischer, par exemple, défensivement, avec 2 gars rapides devant. Mais j'écoutais ce commentaire parce que j'aime bien. Il est souvent très juste dans ses commentaires. C'est assez... Mais voilà, il disait, c'est pas un vendeur de vitesse, un fait. Mais si tu as 3 contre 3, tu dois mettre un gars qui sait défendre. Non, et puis c'est juste pour dire à quel point. C'est pas forcément un gars qui sait défendre, mais c'est surtout un amalgame que tu dois trouver entre le. Pour moi, il se fait déborder, mais qu'est-ce qu'il fait Hazen Bagdor? Mais t'as vu le débordement d'Apala? Il joue bien. Non, il joue bien Apala, mais qui c'est qui prend pas ce mot-là? C'est Hazen. C'est ça. C'est Hazen qui prend pas son joueur, c'est man-to-man. C'est du man-to-man, exactement. 3-3 avec l'espace. Il faut des bons patineurs, c'est évident. Donc il spécule un peu en disant il va l'avoir et puis je vais peut-être couper la ligne de passe. Mais toi, à 3 contre 3, tu mets Brennan sur la glace ou bien tu mets Gélinas? Moi, je l'aimais pas. Il l'a fait le lendemain, puis c'est lui qui a marqué le goal en prolongation. Bien sûr, mais c'était Cloton. Ouais. Mais je suis d'accord. Comme tu as le dernier changement à domicile, tu dois observer ce genre de choses. Voilà, mais intrinsèquement, souvent, quand l'équipe est plus forte, tu perds en prolongation parce qu'à 3 contre 3, il y a beaucoup plus d'espace. Puis il y a une telle différence entre le niveau des joueurs à Ajoie et à Lausanne que finalement, c'est très compliqué de trouver le juste ratio. Mais c'est pour ça que déjà, tu vois, ils s'accrochent. Ils finissent à 3-3. Ils ont eu le mental d'aller le chercher. Respect. Frossard a fait un match avec 3 points, donc c'est cool. Bien sûr, je suis d'accord. Donc il y a quand même la lumière de l'espoir qui reste allumée du côté de... Déjà, ils sont pas largués. Ça ressort en brise, ça va à Zurich. 7 points de retard sur Rapperswil, mais 2 matchs de moins, c'est vrai. Il faut aussi tenir compte. Il y a quand même des équipes qui sont à 28, même 29 matchs Fribourg. Et puis il y en a qui sont à 25. Puis rapide sur la distance, ils vont remonter quand même, je pense. Donc du coup, c'est bien ce que je disais. Cloton. Non, mais ceux qui sont sortis super bien maintenant, c'est Langnau pour l'instant. On a récupéré Langnau, ils sont exceptionnels. Langnau, ils sont exceptionnels. On aurait pu leur mettre un casque. Mais parce que Langnau, ils ont des étrangers qui sont champions du monde et champions olympiques. Au bout d'un moment, c'est plus fort. Si vous pensez à un retour éventuel de Rapperswil, voire de Bienne, ça va se jouer entre Cloton. Alors c'est qui les 4 d'en dessous? Ajoie, Cloton. Rapide, on ne reviendra pas dans les 8. Ça va se jouer parce qu'Ambry, ils s'en sortent pas trop mal pour l'instant. Mais ils commencent à flancher. Mais moi, je pense qu'au vu de l'effectif, Ambry. Ils sont sur 5 défaites consécutives minimum. 5 défaites consécutives. Oui, mais moi, je pense qu'Ambry, c'est quand même solide. Par rapport au bas du classement. Mais vous parlez de Cloton, mais Cloton, excusez-moi, mais depuis quelques temps, il joue bien. Ouais, il joue mieux, ça c'est vrai. Donc ils font des points, donc à voir. Il a relancé Hang d'ailleurs. Hang va beaucoup mieux. Bon, on a fait le tour là. On a fait le tour. On ne joue pas en National League mardi. On reprend ça le week-end prochain. Il y aura de la Swiss League par contre. Et d'ailleurs, la plupart des clubs romans, sauf Martigny, jouent demain à la maison. Donc c'est l'occasion peut-être d'aller voir des matchs de deuxième division et qui restent quand même. Martigny qui vient de battre Viège encore dans un derby. Viège qui a un point de moyenne. Avec l'effectif à disposition, le budget, c'est vraiment un très très mauvais résultat. Tiens, on va vite donner le programme de demain si je le trouve pour la Swiss League. Donc tous les clubs romans jouent à la maison sauf Martigny. Voici le programme. Vous avez justement Martigny qui joue à Bâle. La Chaux-de-Fonds reçoit Turgovie. Vous avez Sierre qui reçoit Bellinzone, Viège qui reçoit Winterthur et enfin Holton. Qui est un peu calé, accroché là. C'est Getsek qui est toujours dans le film. Justement, on a Holton Getsek Alliance. Sympa. Voilà, ça c'est le programme de demain. Petit mot de NHL vite fait. Ouais, alors déjà juste pour préciser que dans l'Ouest, les Coyotes sont 4e. C'est quand même une équipe en reconstruction. Ils sont déjà 4e, c'est vachement bien. Donc c'est bien pour notre ami Moser.
Nashville qui va pas très fort, hein, c'est vraiment compliqué, ils sont à la 6e place aussi dans l'Ouest. Et puis les Jets qui sont 3e avec notre ami Niederreiter. Donc finalement... Il doit faire froid là. Ouais, c'est ça. Et puis juste on parlait la dernière fois des Devils. Il m'inquiète. Pas tant que ça. Bon, il y a le retour d'Ishii, ça a changé les choses. C'est juste qu'ils sont 7e, Philippe, mais ils sont à 3 points de la 2e. Ouais. Donc c'est très très serré. Ils sont revenus dedans. Mais j'ai trouvé assez sympa aussi. Ils sont dans un meilleur trend là. Ouais, je sais pas si vous avez vu la famille Hughes. Ils vont aller jouer à Vancouver, New Jersey, et en fait les 3 frangins vont jouer les uns contre les autres. C'est-à-dire que c'est quand même une famille incroyable, ils jouent tous en NHL, hein, donc les frangins stars, mais c'est juste pour dire, Hughes, donc la famille c'est Jack et Luke qui jouent aux New York Rangers, donc Luke qui était universitaire l'année passée en défense, qui est très bon, et puis t'as Quinn encore qui joue à Vancouver. Et juste pour dire que... Je me rappelle qu'on a eu 3 frères qui ont joué dans la même ligne, dans la même équipe. Les Stastny. Oui, bien sûr. Mais ça date un peu. Mais c'est juste pour dire... Les frères Hanson aussi. Ouais. Ça, c'était dans une autre ligue. Il y a eu beaucoup de points, mais des points de suture. Mais en fait, c'est juste pour dire que je trouve assez cool. Imaginez la famille Hughes, ça doit être assez cool. Et je crois que je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que parce que le père Hughes, il est instructeur de hockey. Donc, c'est une famille de hockeyeurs à la masse. Et ils étaient famille d'accueil. Et vous savez qui c'est qu'ils avaient ? Ils avaient un joueur qui joue à Toronto, qui est suédois, très connu. Oula, non. Oui. Actuellement ? Ouais. Le suédois de Toronto, ça va revenir. Ça y est, vous coincez là. Dites. Non, c'est pas Carlson, c'est moi, c'est moi qui sais plus. Non, mais en fait, c'est continuez votre histoire, ça va revenir. Non, mais c'est juste pour dire qu'ils étaient famille. On les a vus, ils jouent les 4, donc ils étaient famille d'accueil, plus les 3 frangins Hughes, ils jouent tous en NHL. Et ça devait jouer dans la cour. Exactement. Il devait avoir des sacrés skills là. Ça devait être sympa. Le papa, il a joué à Lugano. Les 2 contre 2. Il a joué, comment il s'appelle ? C'est la star des Toronto Maple Leafs. C'est la honte. Comme quoi. Ouais, non, mais la fin d'année, on c'est juste pour dire que la famille Hughes, ils vont vivre des moments sympas. Et puis. Les Suédois à Toronto, il y a qui ? Il y a Klingberg, il y a Lundgren, il y a Holmberg, il y a Arnkrok, Nylander. Nylander. Exactement. Donc ils avaient Nylander dans il est pas mal. T'imagines, ça a dû inspirer un peu les frangins Hughes. C'est vrai. Non mais c'est fou. Hein. Juste pour dire qu'il y en a qui transpirent le hockey. Et puis, vous savez le point commun qu'il y a entre Montréal et le LHC ? Ça demande réflexion. En fait c'est simple. C'est pas la section. Non, ils ont les 2-3 gardiens sous contrat. Et c'est très compliqué parce que ça gueule du côté de Montréal parce qu'ils splitent les gardiens à coup de... C'est compliqué. Et puis, c'est un cadeau empoisonné d'avoir 3 gardiens parce que t'as pas de rythme, il n'y a personne qui est vraiment content. Ils viennent de prolonger Montembeault ils sur Montembeault. Ils ont mis sur lui. Il y a Jack Allen. Oui, bien sûr. Mais il mis sur lui. Clairement. Mais c'est juste pour dire que ça peut être un problème. Après, en NHL, c'est encore différent parce que tu peux avoir des bons gardiens, mais ça veut pas dire que tu as des top gardiens. Des top, il y en a 5-6. Vasilevski ça court pas les rues. Mais voilà, pour une équipe en reconstruction avec 3 gardiens, le rythme c'est compliqué. Et puis ils savent très bien que ça va être une année compliquée à Montréal parce qu'ils perdent assez souvent. Mais les gens se lassent énormément des défaites. C'est terrible. Ils sont quoi, 26e sur 32, je crois, actuellement. 27e sur 32. Ils sont pas trop loin non plus. Non, mais c'est quand même Christian, pas... le problème, c'est qu'à Montréal, les gens, ils vivent dans le passé. C'est ça. Et c'est pas possible. C'était pas la même ligue. C'était pas les mêmes moyens. Et du coup, Montréal souffre de ce passé. Le problème de Montréal, ils jouent pas si mal. J'ai aussi vu ils jouent pas si mal. Mais voilà, ils font un point par-ci, un point par-là. Ils ne sont pas suffisamment forts à la maison. Ils grappillent des petits points, mais ils n'ont pas des victoires super convaincantes régulièrement. Si on compare les effectifs. C'est vraiment une équipe en construction. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes. D'ailleurs, au repêchage, là, sur les 3 dernières années, ils ont vraiment. Ça va être bon. Mais voilà, la patience, c'est pas vraiment le truc. C'est pour ça que je dis l'avantage d'une ville comme Coyote, Phoenix. Ils jouent devant 5000 personnes, mais ils sont tranquilles, ils sont déjà 4e et ça monte gentiment. Ils sont tranquilles. T'as un truc que t'as pas à Montréal, c'est la tranquillité. Voilà. Bon, messieurs, on va en rester là pour aujourd'hui, 1h20 d'émission. Ça a été un plaisir de vous entendre. On va vous laisser vous reposer une petite semaine. Enfin, vous reposer. Il y a un petit peu moins de hockey d'élite, mais enfin voilà. Il y a la Champions League, ça va être très cool. Champions League. Et puis il faut voir tous les matchs. Voilà. C'est vraiment intéressant. Et moi, j'aime bien regarder personnellement pour voir les potentiels joueurs intéressants pour le championnat. C'est cool de voir Genève parce qu'ils gagnent. Notamment un gardien qui me plaît beaucoup, qui est suédois.
Voilà. Et je sais qu'il arrive en fin de contrat. Voilà. Futur bientôt en Suisse. On n'insiste pas pour le moment ? Non. Non ? Bon. On en reparlera. Oui. J'ai un ou deux gardiens aussi entre parenthèses qui évoluent en NHL qui n'ont pas été retenus. J'ai vu ça. Et qui pourraient rentrer en ligne de compte en fin de saison, là, en Suisse. Hein. Mais vous vous rappelez, il y a 2 ans il y a 2 ans, qu'on a commencé l'émission. Première chose qu'on a dit, c'est avec cette nouvelle réglementation, est-ce qu'on va pas arriver à un moment donné à avoir la majorité de gardiens étrangers ? On y arrive. Attention. Bon, et à Joie, ils ont fait fort là. Ils ont 2 gardiens suisses l'année prochaine avec Genève. Ça fait 2 équipes déjà. C'est cool. Et puis c'est quoi ? C'est Zug aussi. Hein. Ouais. Donc ça en fait 3, mais après. Et puis Davos. Oui. En fait, il y en a plusieurs. L'air de rien. Non, on analysera tout ça. C'est pas forcément les hauts de tableau. Et finalement, le carrousel des gardiens qu'on annonçait, ça a été plus modéré qu'on le pensait. Mais ce qui a libéré le tout, c'est que Von Pottelberg signe à Lugano. Et tout a libéré le marché. Ouais, et puis Wolf. Et puis Wolf qui s'en va. Ouais. Mais moi, je reste persuadé que Wolf, c'est un gardien qui peut devenir un très très gros gardien dans une bonne équipe. On le disait il y a déjà 5 ans. Ça. Ouais, mais moi Est-ce qu'il a perdu son temps ? Non. Il a eu du temps de jeu, mais après c'est compliqué. Le problème des gardiens n'est pas comme les joueurs, et puis d'avoir des moments qu'il a vécu à Joie, je pense que ça va lui servir pour la suite. Ça fait grandir. Mais si on regarde bien, les équipes qui auront le plus de chances de gagner, c'est quand même ceux qui ont des gardiens suisses, parce que regardez Genève l'année passée, Mayer était en la forme de sa vie, et ça a permis de mettre 6 étrangers. Et puis quand on voit l'impact qu'ils ont eu. Faut pas que Zurich gagne, tu vas passer pour un niveau. Bon après ils ont les meilleurs joueurs suisses, Zurich. Avec bien sûr, faut aussi le dire. Messieurs, merci encore une fois d'être venus. Merci à toutes les auditrices, aux auditeurs qui nous suivent chaque semaine. On se retrouve toutes les 2 heures ce lundi en rediffusion, et puis également mardi, et puis peut-être un petit peu plus parce que comme il n'y a pas de National League, on peut encore rediffuser cette émission dans les jours qui suivent. Elle sera encore tout à fait audible à jour. Merci encore une fois à toutes et à tous. On va vous laisser votre conclusion habituelle. Le quai sur glace, c'est bien. Non, le quai sur glace. Le quai sur glace, c'est bien. C'est pas facile de dire. C'est pour ça que je suis pas journaliste. Le quai sur glace, c'est bien. Le quai sur place, c'est mieux. Et vive le quai roman. Excellente fin de journée à toutes et à tous. À bientôt. Bye.